On est en train de lire les parachiotes qui parlent du passage des bénis Israël en Égypte. Il y a beaucoup d'enseignements, bien sûr. Et comme on l'explique à peu près 200 ou 300 fois par an, c'est que à chaque fois qu'on parle de Mitzrayim, qu'on parle d'Égypte, on dit que Mitzrayim c'est Metzarim, et Metzarim c'est les limites. Et que quand la Torah elle est venue et qu'elle a permis aux bénis Israël de sortir d'Égypte, donc ça veut dire qu'elle a surtout appris aux hommes à sortir de leurs limites. Et c'est ça la fonction principale de la Torah, c'est qu'elle a donné une ouverture pour que l'homme il puisse échapper à la réalité restrictive de l'homme. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on dit que la Torah elle a été écrite avant la création du monde, 974 générations, et qu'ensuite Hachem il a regardé dans la Torah pour créer le monde, donc ça veut dire que le projet du monde il était déjà écrit dans la Torah, et seulement qu'ensuite il s'est réalisé dans l'histoire. Donc si le projet c'était de Yom HaShishi, ils disent le Midrash, Yom HaShishi c'est quoi? C'est le 6e jour. C'est quoi le 6e jour? C'est le 6e jour de la création, mais c'est surtout le 6 Sivan. Et le 6 Sivan c'était quoi? C'était le jour du don de la Torah. Donc ça veut dire que depuis la création du monde, le but de la création du monde c'était de donner la Torah. Et que pour donner la Torah, donc pour avoir accès à la Torah, il fallait d'abord sortir d'Égypte. Et que pour sortir d'Égypte, il fallait d'abord rentrer en Égypte. D'accord? Donc ça veut dire que la libération, elle n'existe que parce que l'esclavage existe. Donc ça veut dire que l'esclavage est nécessaire. C'est que celui qui n'a pas appris la limite, il ne peut pas connaître la liberté. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de limite n'ont pas de liberté. Et que la liberté ne s'exprime que et n'existe qu'entre des limites. Alors maintenant, si on comprend ça, donc les bénis Israël sont passés par l'esclavage. C'est un esclavage très dur, oui. Et la question, elle est qu'en fin de compte, on fait des passages. Comme l'enfant, il est un enfant, après, il devient un adolescent. Un adolescent, il devient un adulte. Un adulte, il devient un papa. Un papa, il devient un vieux. Un vieux, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? En vérité, on fait des passages. Et ces passages, ils ont un rôle très important, pas dans le passage en lui-même, mais dans comment on a vécu le passage. Par exemple, c'est important de passer en 6e. Bon, c'est bien. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Tu l'as fait avec maturité, avec intelligence, tu l'as fait avec l'angoisse, avec les nerfs, parce que tu as quitté les petites classes, maintenant tu rentres. Maintenant, avant, il y avait un seul prof, maintenant il y a 6 profs. Il y a des gens qui ont du mal à passer le passage à la 6e. D'accord? Après, il y a le passage de l'école juive sympathique avec monsieur Serfati et madame Truc. À la fac, tu arrives, tu as un matricule, il y a 600 000 mecs, tu connais personne. Il y en a aussi qui l'ont mal vécu. Après, il y a le passage du monde de l'école au monde du travail. J'aime pas ta tronche, de toute façon tu me saoules, de toute façon je suis là pour te planter, t'en fais pas, je vais prendre ton boulot. Non mais c'est pas la concurrence, c'est pas la guerre, si, je veux que tu crèves, de toute façon frimeur, parce que monsieur a fait HEC, ben moi j'ai rien, mais je vais te déchirer. Tu dis, mais attends, mais c'est pas dans les études ça. Non, c'est pas dans les études. Donc tu passes tout le temps, tu passes la théorie à la pratique, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique. Après tu es célibataire, d'un seul coup tu te retrouves à deux. Puis c'est pas évident, l'autre elle prend de la place, elle prend sa brosse à dents. Si je m'étais habitué avec ma mère, elle me connaissait bien, il faut tout refaire. Après de 2, vous passez à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, selon affinité. D'accord? Après les enfants, ils ont un défaut majeur par rapport à la chaîne IFI, c'est qu'ils grandissent. D'accord? Et quand ils changent, ils t'obligent à changer. Alors il faut encore changer, il faut encore changer. En fait, on passe notre vie à s'adapter au changement. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est l'adaptation. Voilà. Comme ça, vous savez, je ne sais même pas pourquoi je fais le cours, parce que d'après ce que je comprends, vous avez déjà tout compris. Mais moi aussi, ça me fait du bien de m'obliger à m'adapter, puisque finalement, les gens qui grandissent, c'est les gens qui s'obligent à s'adapter, et les gens qui ne s'adaptent pas, c'est ceux qui vieillissent prématurément, ce qu'on appelle des WC. C'est-à-dire pas des endroits où on se dégage de ses souffrances, mais des vieux. Bon, alors, donc, c'est marqué ici que les Bnei Israël, ils étaient la haute aristocratie égyptienne, puisqu'ils étaient de la famille de Yosef. Yosef était le vice-roi d'Égypte, puisque le roi du vice était déjà Paro, il ne pouvait pas être le roi du vice, donc il n'était que le vice-roi. D'accord? Et en tant que vice-roi, il avait des avantages extraordinaires, et eux-mêmes, ils étaient de la famille donc du vice-roi, donc ils avaient aussi des avantages. Et puis la Torah nous raconte qu'ils sont esclaves et qu'ils sont... Vous savez qu'est-ce que c'était l'Égypte à l'époque de l'esclavage? C'était un immense camp de la mort.
C'était un pays entier qui était voué à la destruction du peuple juif. D'accord? Ils étaient là pour ça. Un juif, il valait rien. Il naissait esclave, il mourait esclave. Il valait moins que son poids en terre. Puisque chaque jour, il devait produire un certain nombre de briques. Et quand ils n'arrivaient pas au quota et qu'ils montaient une brique pour boucher le mur, eh bien, il fallait qu'ils mettent un enfant juif à la place. Donc la chair du juif, c'était de la terre. C'était pour ça qu'il avait été créé. Maintenant, il faut comprendre que l'esclavage a duré 210 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés esclaves et qui sont morts esclaves. Si la moyenne d'âge à l'époque c'était, disons, 50, 60 ans, c'est beaucoup. Le Moyen-Âge c'était 45 ans. D'accord, mais disons que s'ils vivaient 60 ans les gens, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés esclaves et qui sont morts esclaves. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Ils se sont levés à 5 heures du matin, on les a fouettés, ils sont rentrés dans un trou, ils ont fabriqué du mortier toute la journée. Le soir, ils ont été dormir, paf, ils n'avaient même pas le temps de se laver. Le lendemain, ils recommençaient. C'est très bizarre d'imaginer cette situation. Comment ils ont vécu, comment ils ont fait la chose. Mais alors, comment ils ont pu passer d'un niveau tellement élevé, comme ça, de l'aristocratie égyptienne, ils étaient maintenant en train de mélanger de la terre avec de la paille pour fabriquer du mortier. Comment c'est possible? Alors, la Gemara là-bas dans Sota, elle donne quelques éléments. Elle dit que d'abord, au départ, le roi, il a demandé ce qu'on appelle la corvée du roi. Ça existait aussi à l'époque au Moyen-Âge. Et c'était un honneur que même les gens de la bourgeoisie ils devaient aller participer parce que le roi maintenant il veut se fabriquer un palais qui s'appelle Versailles. Alors tout le monde y vient et chacun avec son petit sac de ciment. Et, ouais, chacun il fait son petit truc. Et donc eux aussi on leur a dit bah, vous faites partie du peuple égyptien parce que maintenant vous êtes des citoyens de France et des citoyens égyptiens et vous vous inscrivez dans la société. Et justement eux aussi ils voulaient s'assimiler, ils voulaient s'intégrer. Donc elle a dit bah venez. Alors ils sont venus. Alors la Gemara elle raconte que même Pharaon lui-même il se promenait dans le chantier avec en pendentif un moule pour fabriquer des briques, une espèce de rectangle comme ça, dans lequel on mettait de la terre avec de la paille, on tassait bien, c'était une forme à brique. Donc genre pour montrer que même le pharaon, ouais, ça s'appelle la démocratie, c'est-à-dire on est tous des citoyens et tout ça. Bon moi je gagne 35 000 euros par jour et toi tu gagnes 130 euros par an, mais on est tous égaux en- dans dans l'inégalité, d'accord? Donc Pharaon lui-même y participait. Et les Bnei Israël, eux, comme toujours, vous savez très bien que le Yetzirah d'un juif, c'est d'être un meilleur goy que le goy. Donc ils ont voulu faire mieux que les goïms. Donc ils se sont défoncés parce qu'on leur a dit que ça durait une journée. Seulement c'est qu'à la fin de la journée, on leur a dit maintenant ça va être tous les jours la même chose jusqu'à votre mort. Et donc petit à petit, ils sont rentrés dans cet esclavage-là. Et cette logique-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils se sont adaptés doucement, doucement à une situation. Alors maintenant, toute la vie, dans le bon ou dans le mauvais. Oui, en fait, on est en face de quelque chose, et cette chose-là, on pense qu'elle est adaptée ou elle n'est pas adaptée, mais en tout cas, nous, on va être obligés de s'adapter. Ça veut dire que Hachem connaît le programme, il nous donne une série de diapositives auxquelles nous devrons répondre, et nous, après, c'est juste de savoir est-ce qu'on va s'adapter ou non. Maintenant, le problème, c'est que des fois, l'inadaptation, elle peut provoquer la mort. Par exemple, c'est marqué à propos de Sarah, quand Avram Avinu il est venu pour faire l'oraison funèbre de Sarah, puisqu'elle elle est morte. Et elle est morte quand? Juste après que la Torah nous a raconté dans la paracha d'avant la Akedat Yitzhak. Donc pour les gens qui viennent d'arriver dans le club, donc Yitzhak et Sarah, ils ont un garçon qui s'appelle Yitzhak. Avram et Yitzhak, ils ont un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et Hachem a demandé à Avram de sacrifier Yitzhak. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé. Mais Sarah, elle, comme c'est marqué ici, Venismecha mitat Sarah le akedat Yitzhak, on a collé dans la Torah l'annonce de la mort de Sarah avec le sacrifice d'Yitzhak, les filles chez Aliédé Besurat Akeda, chez Nizdamen Benal et Shrita. Parce qu'on lui a annoncé, quelqu'un est venu en courant lui dire écoute, tu sais que Yitzhak, il a été sacrifié. Ouais, Nizdamen les Shrita, ça veut dire qu'il a été présenté, mis en situation de subir la Shrita, donc l'égorgement. Vekimat Shelo Nishrat. Ça, c'est un rachis qui est très compliqué à comprendre. Et quand on lui a annoncé, on lui a dit Vekim Hat, et un peu plus chez l'Onishrat, il allait pas être, il allait pas être sacrifié, il allait pas être égorgé. Donc, alors est-ce qu'on lui a dit ton fils a failli être égorgé, ou est-ce qu'on lui a dit ton fils a failli ne pas être égorgé? C'est compliqué, oui, d'accord. Toute sa vie, elle l'a donné pour se sacrifier pour Dieu, et genre mon fils n'a pas eu le mérite d'être sacrifié. Donc c'est ça qui l'a tué. Ou non, c'est le fait que son fils chéri qu'elle a eu à 90 ans, alors il a failli être sacrifié. Donc qu'est-ce qui l'a tué, d'accord? Selon le degré d'ambition. Alors c'est marqué Pachanishmata, Mimena ou Meta. Son âme l'a quittée et elle est morte. Donc de quoi elle est morte en fait? Elle est morte d'inadaptation. D'accord? C'est un choc. Il y a un choc dans une réalité, qu'un truc qui est insupportable. La Nishama, elle s'en va. Pourquoi? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on meurt d'une inadaptation?
parce que le cœur s'arrête. Maintenant, pourquoi le cœur s'arrête? Parce que le cerveau lui dit de s'arrêter. Le cœur, c'est une pompe. Donc, il pompe, oui. Donc, lui, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, il est à l'intérieur. Par contre, le cerveau, lui aussi, il est enfermé, mais il a des yeux. Et les yeux, ils perçoivent les événements. Et c'est le cerveau qui dit au cœur de pomper, ou c'est le cerveau qui dit au cœur de ne plus pomper. Et les gens comme ça, ils ont un arrêt cardiaque. Il fait un dépôt de bilan, arrêt cardiaque, d'accord? Il apprend que son fils n'est pas son fils, arrêt cardiaque. Mais comment ça peut arrêter le cœur? Moi, j'aurais imaginé que c'est le cerveau qui doit exploser quand tu as un gros problème dans la tête. Mais comment c'est possible? Le gars, il vient de vérifier, il a fait un test de paternité, il voit que ces 5 garçons ne sont pas de lui. Bon, il se doutait un peu, ils étaient chacun d'une couleur différente, donc il pensait. Mais quand même, maintenant il a appris que ce n'est pas les siens, il devient fou. Donc moi, j'aurais pensé que le gars, il devient fou parce que c'est son cerveau qui explose. Mais pourquoi il fait un arrêt cardiaque? Parce qu'en fait, c'est le cerveau qui dit au cœur, stop, on arrête les frais, là, ça suffit, c'est plus la peine de t'investir. Et paf, le cœur s'arrête. Mais en fait, il n'est pas mort. Il est mort de quoi? Il est mort d'inadaptation. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place dans sa tête l'idée que la chose soit. La preuve, c'est que Sarah, elle était beaucoup plus haute. On dit au niveau de la prophétie, elle avait un niveau de prophétie qui était plus haut. Donc elle avait un contact avec le divin qui était plus élevé. Et par contre, Hachem, quand il a annoncé à Abraham Avinu qu'il fallait faire la Hakeda, qu'il fallait faire le sacrifice, là par contre, il a pris des gants. Oui, pourquoi? Parce que c'est marqué Vayomer, quand Hachem il a ordonné à Avraham Avinu, il a dit Vayomer, Karna et bincha et yichidecha ashera afta et Yitzhak. Il lui a dit prends, je t'en prie, ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak. Alors Rachid explique, il dit c'est quoi, pourquoi il a dit et bincha, d'accord? Pourquoi il a dit ton fils? Il en avait deux. Ouais, il avait Ishmaël et Yitzhak. Donc il a dit Shne banim yeshli. Quand il lui a dit prends ton fils, il a dit j'ai deux garçons. Bon, il a dit et yechidecha, ton unique. Alors il a dit c'est mon fils unique, mais Zeyachid Leimo ve Zeyachid Leimo, parce que Yitzhak c'est le fils unique de Sarah et Ishmaël c'est le fils unique de Hagar. Donc les deux ils sont uniques. Alors il lui a dit Asherah Afta, que tu aimes. Il a dit mais Shnem Anyewev, les deux je les aime. Il a dit Amarlo Yitzhak, Yitzhak. Il lui a dit Yitzhak. Maintenant Hachem il pouvait très bien lui dire prends Yitzhak. Ouais. Pourquoi il a dit étape par étape? D'accord? Parce qu'en fait en éliminant, à chaque fois qu'il élimine, mais il laisse encore un espoir. Maintenant, l'espoir, c'est un outil extraordinaire, mais c'est aussi la faiblesse. J'ai déjà expliqué ça dans un cours, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais dit qu'en fin de compte, la force du peuple juif, c'est l'espoir. C'est comme on a traversé ces milliers d'années de persécution, c'est avec l'espoir. L'espoir que ça va s'arranger, l'espoir qu'on retrouve la terre, l'espoir que Mashiach vient. On vit avec l'espoir. Et d'un autre côté, c'est aussi l'espoir qui détruit. Parce que vous savez comment on se désespère en espérant. Vous vous rappelez cette phrase très connue d'un auteur, malheureusement pas reconnu, qui s'appelle Ben Chetrit. Il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous vous rappelez de ça ou non? Non? Les redoublants non plus? Ah, où est les mots? Ah, j'ai eu peur. Le jour où vous venez plus, j'arrête de faire court. Hein. C'est vrai en plus. Alors, donc un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Ça a l'air d'un jeu de mots, d'accord? Mais je vous donne le secret. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de réalité, d'accord? Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de désespoir. Pourquoi tu es déçu? Parce que tu y as cru. Celui qui n'y croit plus n'est pas déçu. D'un autre côté, si tu n'y crois pas, tu t'investis pas. Si tu t'investis pas, la chose, elle n'avance pas. Donc, si tu n'y crois pas, ça n'avance plus. Et si tu y crois, tu vas être déçu. Alors, comment faire? Alors, en fin de compte, c'est ça le problème. C'est que, par exemple, les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne disaient pas aux gens, on va vous massacrer. Ils leur disaient, vous allez partir, vous allez sortir du ghetto, sinon on va vous tuer. Donc les gars, ils ont compris qu'en sortant du ghetto, vous allez sortir de la ville, vous allez aller dans le ghetto, alors sinon on va vous tuer. Donc les gars, ils ont compris qu'en allant dans le ghetto, ils allaient survivre. Après, on leur dit, vous portez une étoile juive, sinon vous êtes tués. Donc les gars, ils ont pensé qu'en mettant une étoile juive, vous allez survivre. Après, on leur dit, si vous avez une carte de travail, ça sera moins dangereux. Donc ils ont pensé que s'ils n'avaient pas de carte de travail, ils allaient mourir. Donc ils ont eu une carte de travail. Après on leur a dit, quand vous sortez du ghetto, il y a ceux qui vont partir à droite et ceux qui vont partir à gauche. Donc ils se sont dit, il y en a un des deux qui va survivre. D'accord. Après on leur a dit, si vous rentrez dans la forêt, je sais pas quoi, si vous vous déshabillez, on tuera pas les enfants. Si vous, à chaque fois, en fait, la force du nazi, c'est quoi? C'est qu'il laisse toujours une part d'espoir. Et comme il sait que le juif, il a de l'espoir, donc il espère que ça va s'arranger.
Mais en fin de compte, l'espoir, il devient une embrouille. D'accord? Ça, c'est une stratégie. Ce que font les pervers narcissiques. Ouais, ils ne te cassent pas. Ils te laissent toujours l'espoir que si tu fais ce qu'ils disent, ça va s'arranger. Et toi, dans ta nia, tu suis l'espoir. Tu suis le chemin de l'espoir. Comme des petits morceaux de camembert qu'il y a par terre, jusqu'à ce qu'ils t'amènent au ravin. D'accord? Ou au rabbin. Ça dépend comment ça se passe. D'accord? Et bien, l'idée, c'est pareil. Il dit, c'est qu'en fait, il faut savoir que l'espoir, c'est une forme extraordinaire, c'est une force extraordinaire, mais il faut utiliser l'espoir. Mais si tu subis l'espoir, c'est l'espoir qui va te détruire. Parce que c'est à force d'espérer qu'on se désespère. Maintenant, on est obligé d'espérer. On est espérer que ça s'arrange, espérer que l'enfant il s'améliore, espérer que le magasin il truc, espérer que la grossesse se passe bien. On est obligé d'espérer. Et d'un autre côté, c'est ça qui nous désespère. J'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais madame, vous vous êtes épuisée à puiser dans un puits épuisé. C'est pas évident. Tous les jours, on dit, va chercher de l'eau, tu prends son seau, il marche pendant 4 km, il arrive au puits, il jette le seau, il entend, ah, il n'y a pas d'eau, il ressort le seau, il refait les 4 km, le lendemain on lui dit, il n'y a pas d'eau, il retourne, il jette le seau, tac, il n'y a pas d'eau, il ramène le seau. Il s'est épuisé à puiser dans un puits épuisé. C'est pas, il y a des gens, tu t'es fatigué d'y croire. Tu t'es, tu t'es, tu t'es vidé de ton essence d'espérer. Parce que tu n'avais pas accepté que l'autre, il n'est pas capable de faire. Elle n'est pas capable. Toujours les gens, ils m'appellent, je pose la question, mais madame, vous le connaissez mieux que moi, monsieur, vous la connaissez mieux que moi. Est-ce qu'elle elle ne peut pas ou elle ne veut pas? Si vous pensez fondamentalement qu'elle ne peut pas, donc il faut arrêter d'attendre qu'elle le fasse ou arrêter de lui reprocher de ne pas le faire. Parce que là, tu es en train de demander à une antilope d'écrire une symphonie. Et si tu penses qu'elle ne veut pas, ta méthode ne marche pas. Parce que là, de continuer à espérer sans donner de directive ou sans donner de deadline dans ta tête, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, l'autre, il ne va pas évoluer parce qu'il compte sur ton espoir que tu vas continuer à supporter. Donc ça ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'erreur que tu as fait, c'est de faire de son problème ton problème. Toi, tu dois dire, mon problème, c'est mon problème, son problème, c'est son problème. Mais quand on est trop généreux, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas grave, son problème, c'est mon problème. Mais comme tu prends son problème comme ton problème, lui, il n'a plus de problème. Donc pourquoi il va évoluer? Pourquoi elle va grandir? Puisqu'elle sait que de toute façon, quelqu'un, et c'est ça, supporter. C'est-à-dire que le fait de supporter, c'est nourri par l'espoir. Maintenant, l'espoir, il doit être actif. Mais si c'est un espoir passif, c'est dangereux. Sinon, continue à espérer. Allume des veilleuses, mange des téphilines, d'accord? Mais si tu veux que ça bouge, il faut que toi, tu grandisses. Maintenant, quand l'autre voit que tu n'es plus là pour le soutenir, c'est-à-dire, ou pour la soutenir, c'est-à-dire, tu n'es plus là pour être la conscience qu'elle n'a pas, tu n'es plus là pour avoir le courage qu'elle n'a pas, eh ben, elle va dire quoi? Alors quoi? Il va falloir que je me débrouille toute seule. Ah ben ouais, et là, elle va grandir. Maintenant, c'est risqué. C'est risqué parce que tu dis, et si il ne comprend pas, et si elle ne comprend pas? D'accord, mais ça dépend à quel niveau de désespoir tu es. Si vraiment tu as tout donné et que maintenant il ne reste plus que ça, eh ben fais-le. Ben, tu dis, ouais, mais c'est quand même risqué. Peut-être pas, peut-être que c'est ça que l'autre il attend. Il y a des gens comme ça. Des fois, pour devenir des adultes, il faut qu'on arrête d'être leurs parents. Surtout quand on est conjoint. Enfin, c'est compliqué. Et c'est pareil ici l'idée. Que quelqu'un, il va arrêter d'avoir un espoir qui soit un remplacement de la maturité de l'autre. Tu dois avoir un espoir dans ton couple. Ouais, tu ne dois pas avoir un espoir dans la personne. Tu dois avoir un espoir dans ton couple. Tu dois avoir un espoir dans l'avenir de ton fils. Tu ne dois pas avoir un espoir qu'il est 20 en maths. Tu as un espoir dans l'avenir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'avenir. Maintenant, si lui, il va aller vers l'avenir, c'est bien. Maintenant, s'il veut rester dans le passé, ça va rester ce que ça va rester. Et toute la vie, c'est pareil. Et cette logique-là, c'est que quand Hachem, il a dit à Avram Avinu, étape par étape, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait par élimination. Donc, entre-temps, Avram Avinu, il a commencé à accepter l'idée que son fils allait être pris. Donc, en fait, on lui a donné le temps de s'adapter. C'est-à-dire que pendant la discussion, en fait, tu laisses aux choses le temps de se mettre en place dans la tête. Et c'est ça la vraie question.
La vraie question, c'est que quand quelqu'un est adapté à quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand tu n'es pas adapté, maintenant tu es adapté? Qu'est-ce qui est passé? En fait, on dit les choses, on fait leur chemin. C'est-à-dire que dans ta tête, le réceptacle de la compréhension, il s'est mis en place. Comme on t'explique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième fois, tu as compris. Pourquoi tu as compris la cinquième fois? Parce que maintenant, ça fait que 5 fois que tu m'expliques. Mais la première fois, c'était explicite. Pourquoi il t'a fallu 5 fois? Parce que la première fois, tu n'écoutes pas. La deuxième fois, on te met en confiance. La troisième fois, tu envisages pourquoi pas. La quatrième fois, tu écoutes. La cinquième fois, tu comprends. Donc en fait, tu as mis 5 fois pour. Tu n'as pas mis 5 fois pour comprendre. Tu as mis 5 fois pour mettre en place l'espace intellectuel qui s'appelle la compréhension. C'est pour ça que des fois, on met plus de temps à créer le climat de confiance qu'à enseigner. Les gens, des fois, ils me disent, bon, on vous donne 20 minutes. Je dis, mais c'est pas possible, pour dire bonjour, il faut 20 minutes. Quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas, combien de temps tu mets pour avoir un climat où les gens vont avoir une oreille pour écouter ce que tu vas dire? Ça prend du temps. À l'époque, quand j'étais jeune, alors on parlait de philosophie avec des gens. Alors le gars me disait, oh, tiens, il paraît que tu réfléchis, je voudrais qu'on parle ensemble. Je dis, si tu veux qu'on parle, c'est 3 heures. 3 heures? Je me dis, c'est énorme, 3 heures. Moi, je voulais juste discuter d'un truc, l'existentialisme, la perception du temps chez quelqu'un qui est mort, tu vois, des trucs intelligents. Mais ça va, tu me dis ton avis, je dis, mais ça ne me sert à rien. Parce que moi, mon avis, il tient compte de toute une mosaïque d'éléments qui impliquent des lois de causalité entre les éléments, et toi, tu as une autre mosaïque. Donc ça ne me sert à rien. Moi, je vais le comprendre dans un langage, toi, tu vas comprendre dans le tien. Donc d'abord, je t'explique ma mosaïque, après, tu m'expliques la tienne, et après, ensuite, ça s'appelle qu'on parle ensemble. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se confronter, on ne va pas être d'accord. Maintenant, on n'est pas d'accord. En vérité, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne s'est pas compris. Parce que si on s'était compris, on aurait pu se comprendre. Donc on aurait pu être d'accord. C'est ça que je vous ai dit déjà 1 million de fois, que les 3 quarts des gens qui ne suis pas d'accord, ça ne veut rien dire. Parce que pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Mais si je ne connais pas l'argumentaire de l'autre, donc je ne peux pas être d'accord. Donc si je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas être pas d'accord. Ça va? Dans les 3 quarts des dialogues, c'est des dialogues de sourds. De toute façon, je ne veux même pas savoir ce que tu dis. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je sais très bien où est-ce que tu veux en venir. De toute façon, tu es pervers. De toute façon, tu es tordu. De toute façon, tu es folle. De toute façon, tu es une manipulatrice. De toute façon, donc déjà, j'ai un a priori psychiatrique sur toi. Donc, je t'entends pas. Donc, ça veut rien dire, je ne suis pas d'accord. Ouais, on a 2 opinions différentes. On n'a pas grandi dans la même école. On n'a pas le même esprit. Ça veut rien dire. Je ne sais même pas qu'est-ce que l'autre y pense. Donc, il faut que j'écoute l'autre. Maintenant, quand l'autre, il va parler, je vais connaître son point de vue. Maintenant, quand je connais vraiment le point de vue de quelqu'un, donc je pourrais être d'accord parce que j'ai entendu le point de vue, à ce moment-là, je peux dire maintenant que j'ai compris exactement qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu es. Alors maintenant, je peux dire je ne suis pas d'accord. Ça va? Oui, non, oui, non. Donc ne peuvent être pas d'accord que des gens qui peuvent être d'accord. C'est logique, oui. Alors je pose la question, si les gens qui ne peuvent être pas d'accord, ce sont que des gens qui peuvent être d'accord, pourquoi ne sont-ils pas d'accord? Ça, c'est méchant, ça. Vous me suivez ou non? Parce que si vous avez compris qu'en fin de compte, le dialogue, c'est pas un échange d'arguments. Ça, c'est la dialectique, c'est le discours de... Comment s'appelait ce genre de grand joueur de poker qui a écrit le discours de la méthode? Descartes. Oui, ça, c'est Descartes. Mais en fait, nous, on sait très bien, enfin, même tous les gens qui ont réfléchi un petit peu, ou qui ont étudié un tant soit peu, ils savent que la communication n'est pas un échange d'arguments. La communication est la communion des volontés. Parce qu'il y a une volonté de parler, et il y a une volonté d'écouter. C'est pas le fait que le discours soit exprimé de manière syntaxiquement harmonieuse, dans un lien logique entre les éléments qui permet à l'autre de recevoir un discours intelligible adapté à son écoute pédagogique. C'est pas ça la communication. La communication, c'est une volonté intime et profonde et intense d'exprimer quelque chose. Et une volonté intense et intime d'écouter quelque chose. Maintenant, quand la volonté de parler, elle rencontre la volonté d'écouter, les gens se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même volonté. En français, on appelle ça la longueur d'onde. Mais les gens qui ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Même si tu expliques de manière explicite. C'est pour ça que les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. C'est pour ça que tu peux avoir un degré de compréhension avec un sourd muet, des fois qui est beaucoup plus puissant que quelqu'un qui est en face de toi depuis des années. On donne des conseils, par exemple.
les gens n'en tiennent pas compte. Alors au début, je croyais qu'ils étaient entêtés. Non, en vérité, parce que tu n'as pas pris le temps de créer le réceptacle pour que l'autre reçoive. C'est-à-dire que non seulement il faut être un émetteur, mais en plus, il faut fabriquer le récepteur pour que le gars il puisse réceptionner ce que tu as à lui émettre. Alors que quand les gens y viennent, tu dis, bon, c'est des adultes, tu n'as pas l'impression d'avoir affaire à des bébés. Mais c'est faux. Des fois, le système intérieur n'est pas construit. Des fois, s'ils ont les éléments, il n'est pas monté. Et s'il est monté, il est bourré de complexes, de malaise, d'orgueil, de lourdeur ou de bêtises, ou alors de freins à la remise en cause qui font qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce que s'ils entendent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tort. Mais comment on peut dire que son Altesse Sérénissime a tort? Comment on peut dire que l'incarnation de la perfection dans le monde a fait une erreur? C'est pas possible. Donc déjà, il faut draguer la personne pour lui montrer que la remise en cause n'en est pas vraiment une. À la limite, c'est presque que de la démarche de démagogie, parce que tu vas faire croire à la personne que la vie qu'elle contredit, en fait, c'est le sien. Donc l'autre, il va dire, bah, je suis d'accord, c'est normal que tu es d'accord. Parce que ça fait une demi-heure que tu lui expliques que ce qu'en fait, ce qu'il disait pas, c'est ce qu'il disait. En fait, ce que tu veux dire, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais lui, il est tellement content de sortir du stress de la décision. Alors, donc, il entend que c'est son avis. Et bien que ce n'était pas le sien, il l'accepte. Pourquoi? Parce que comme tu l'as nourri au niveau de son amour-propre, il va écouter au niveau de son intellect. Voilà. Donc c'est même plus de la réflexion, c'est de la négociation psychiatrique. Fais-lui plaisir, il va t'écouter. Donc tu es obligé de créer le réceptacle pour la compréhension. Et ça fait partie de la compréhension. C'est pour ça qu'on dit que le Rav doit être aimé et respecté et attachant. Parce que sinon, si tu n'as pas envie d'écouter, tu n'entends rien. Et si tu n'es pas intéressé à entendre, tu n'entends rien. Et si tu ne veux pas accepter la remise en cause qui est dans l'écoute, parce que c'est dur d'entendre, c'est dur. Parce qu'on n'entend pas toujours des choses qui nous font plaisir. Alors, ou tu es maso et tu viens pour souffrir, oui, ou tu es intelligent et tu viens pour grandir. Voilà. Bon, c'était un petit peu un aparté, mais bon. Alors ici, c'est marqué que Avraham Avinu, il a eu le temps de s'adapter. Mais Sarah, elle n'a pas eu le temps de s'adapter. Et comme elle n'a pas eu le temps de s'adapter, elle est morte. Avraham Avinu, il a survécu parce qu'il a eu le temps de s'adapter. Alors maintenant, il dit, c'est quoi le temps de s'adapter? Alors là, il y a une Guémara incroyable, donc tout vote. Ah, ça y est, je me rappelle. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'avais mal au ventre de dire, je vais faire ce cours, mais je l'ai fait. En fait, je l'ai fait à Tel Aviv. Il y a 2 semaines. Bon, c'est ça le problème. Bon. Donc, la Gemara, donc tout vote, elle dit, donc vous, ça vous dit rien ce que je vous dis? Ça vous dit quelque chose ou non? Non, à part les redoublants, un petit peu quand même. Regardez la Gemara dans Ktuvot, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est incroyable. C'est marqué comme ça. Bemaaseh de Rabbi Hanina ben Hakinai. Il y a une histoire avec Rabbi Hanina ben Hakinai. Chez Gila les Bérav. Donc il s'est exilé dans la maison d'études. Ça veut dire qu'il est parti à la yeshiva pour étudier. Maintenant, à l'époque, les gens, quand ils partaient pour étudier, ils partaient pour étudier. Aujourd'hui, tu pars un soir, ta femme, elle te dit, ouais, tu m'abandonnes, tu me laisses seul, à regarder les feux de l'amour. Pour un soir, chérie, mon amour, c'est rien, un soir, un soir. Eux, ils partaient 1 an, 2 ans. Ils partaient en Babel quand ils étaient en Israël. Ils partaient en Israël quand ils étaient en Babel. Ça veut dire c'était. Alors il dit, chez Gila, les Vérav, l'Ilmot Torah, Yud Gimel Shanim. Il est parti pour étudier la Torah pendant 13 ans. Tu reviens quand? Dans 13 ans. On s'appelle ou t'espères recevoir un faire-part qui t'annonce ma mort? Alors, Acharé chez Chazar, regardez l'histoire comment elle est incroyable. Après qu'il est revenu, Nirnas Lebeto Pitom. Il est rentré chez lui, Pitom, de manière soudaine. Genre, il a dit, en surprise. Ouais, d'accord. Ve'aita ishto shakura be'avodat habayit. Et sa femme était concentrée dans le travail de la maison. Elle était en train de frotter un truc, ou de laver du linge, ou de faire une couture. Elle était concentrée. Ah, j'arrive pas à faire ce point. Ah, j'arrive pas à faire ce point. Kevan chez Irima Rocha. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est mis devant comme ça. Mon amour, ma vie, elle va être folle de joie de me voir. Et elle était comme ça. Kevan chez Irima Rocha, lorsqu'elle a levé la tête, Vera Oto, elle l'a vu. Pakaliba, son cœur a sauté, ou Pahanishmata, et son âme l'a quitté. Ambiance. Rachid dit, écoutez bien, le Rachid est incroyable. Si vous n'avez pas fait 2 ou 3 ans d'études de psychologie, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir. Il dit, Rachid, pourquoi elle est morte? Nous, on a compris, maintenant, elle n'était pas adaptée.
Alors, c'est ce qu'il dit Rashi. Chez Nidma, Domé, Dimayon, l'imagination, l'illusion. Chez Nidma, parce qu'elle s'est imaginée, l'Eliba, dans son cœur, Pitom, soudainement, chez Zébarala, que c'était son mari. Les Fichach Meta, c'est pour ça qu'elle est morte. J'ai dit, mais attends, excuse-moi. Rashi, c'est un chacham, d'accord, que Einstein, il lève les carreaux à côté de lui, d'accord. Comment il peut dire un truc pareil? D'abord, c'est pas qu'elle a imaginé dans son cœur soudainement que c'était son mari, c'est qu'elle a vu de ses yeux que c'était son mari. Pourquoi Rashi parle du cœur? Vous suivez ou non? Si elle était en train de rêver comme ça, en train d'imaginer comme ça, et puis dans son cœur, elle s'imagine, elle dit, oh, tu imagines, mon mari rentre. Et puis elle fait, oh, mon mari rentre, oh, 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 elle meurt. Mais ça s'appelle qu'elle a imaginé dans son cœur que son mari rentre. Mais là, c'est pas qu'elle a imaginé dans son cœur que son mari rentre, c'est qu'il était devant elle. Donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chez Nidma, Leliba, Pitom, chez Zebarala. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire Pitom? Pitom. Oui, d'accord, mais dans l'imagination, ça veut rien dire soudainement. Je rappelle pour les gens qui se cultivent en dehors de la yeshiva, qu'un rêve qui dure, disons, 6 secondes, d'accord, à l'intérieur de la tête, en fait, il dure 3 heures. C'est-à-dire que quand toi, tu veux raconter un rêve de 6 secondes, tu mets 3 heures, tellement il y a de détails. Oui, vous avez cette impression-là, des fois, d'accord, vous avez un rêve super compliqué avec des histoires, des méandres, des rebondissements, des tréloés, des histoires, des chalababababa. Mais quand on vous mesure au niveau de votre cerveau, le temps que vous avez rêvé 6 secondes. Après, quand tu veux raconter ton rêve, ça met 6 heures. Parce que tu dis, bon, alors ça s'est passé, il y avait un contexte, il y avait une ambiance, il y avait un truc, j'ai rencontré, il y avait des gens, après, le carotte, le papa est tombé, après, on était dans la salle des glaces. Voilà. Je comprends pas comment un truc, il faut 6 heures pour le raconter, il dure 6 secondes. Alors, je vous donne le secret. Mais il faut en tenir compte selon votre capacité d'adaptation, bien sûr. Je ne sais pas votre niveau de culture, mais je vous le dis quand même, et au pire, j'ai raison. Il dit le Maharal de Prague, Dvarim asirliim enam itachat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Là, c'est une chose qui n'a pas encore été découverte par les scientifiques. Donc, si vous voulez lancer un scoop, parce que les scientifiques pensent que le cerveau est rapide. Donc, ils essayent de trouver un ordinateur qui est aussi rapide ou plus rapide que le cerveau. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que le cerveau n'est pas rapide. Non. Le cerveau n'est pas soumis au temps. Je sais que c'est un scoop. Vous dites, attends, quand même, je fais 10 ans de médecine. Bon, 10 ans d'études de neurologie. Il faut continuer. Moi aussi, j'ai parlé avec des spécialistes de sciences cognitives au Canada. Les gars m'ont dit, écoutez, Armen Chetrit, je suis choqué parce que là, ce que vous sous-entendez dans la conférence, c'est une chose qu'on ose à peine aborder en laboratoire expérimental de perception des sciences cognitives. Alors là, où vous avez 35 ans d'avance, ou alors vous dévoilez des choses incroyables. Je dis, mais écoutez, on n'a pas 35 ans d'avance, on a juste 3500 ans d'avance. Ils arrivent, les pathos, ils arrivent. Ils prennent leur temps. Hein. Ouais, donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Non, la science est puissante, mais elle est lente. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le cerveau n'est pas soumis au temps. Or, je rappelle, pour les gens, encore une fois, qui ne sont pas là à tous les cours, ou qui ne prennent pas le temps de les réécouter, puisqu'on vous donne la possibilité de les réécouter, c'est pour les réécouter, c'est pas pour me faire une notoriété, j'ai pas besoin de vous pour frimer, d'accord? Donc c'est que le temps implique l'ordre, d'accord? Quand on dit 15h20, 15h30, 15h40, 15h50. Donc ce qui s'est passé à 15h50 était après ce qui est passé à 15h30. Ce qui s'est passé à 15h30, c'est ce qui s'est passé après 15h10. Donc le fait qu'il y ait du temps implique l'ordre. Maintenant, le fait que l'ordre implique la causalité. Parce que cela entraîne cela, qui entraîne cela, qui entraîne cela. Donc le temps entraîne l'ordre et entraîne la causalité. Donc s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas non plus de causalité. Maintenant, si le cerveau, lui, n'est pas soumis au temps, donc à l'intérieur de la tête, le cerveau ne fonctionne pas au fond avec l'ordre et avec la causalité, c'est nous qui nous obligeons, pour ne pas devenir cinglés, à organiser nos idées et l'historique de nos pensées dans un certain ordre pour garder une logique. Mais au fond, le cerveau, il ne s'embarrasse pas de la causalité, il ne s'embarrasse pas de l'ordre, puisqu'il ne s'embarrasse pas de la temporalité. Par exemple, c'est connu que quand quelqu'un va mourir, il revoit toute sa vie. C'est vrai ou c'est faux? Personne n'est mort ici ou... Ben moi, je l'ai vécu, ça. J'avais 14 ans, je ne sais plus, ou 13 ans, ou 12 ans, je ne sais plus, j'étais à Deauville, et j'étais emporté par une vague, et j'ai roulé, j'ai avalé de l'eau, et j'ai vu toute ma vie. Bon, c'était 13 ans, c'était pas beaucoup.
Mais c'est une impression très bizarre. Non, c'est très bizarre, hein. Je vous le dis, ne le faites pas exprès, hein. C'est un truc, ça s'appelle une pendaison, c'est pas recommandé. Des fois, ça se termine mal. Donc, j'ai dit que c'est très bizarre, mais je vous en parle en connaissance de cause. C'est très bizarre parce que tu vois tout et image par image. Tu dis, mais attends, on peut pas avoir 13 ans image par image. Ça va prendre du temps, je veux dire. Déjà, quand tu retranscris le film dans l'ordinateur, ça prend 1 h 30, c'est du temps réel. Et il n'y a que 24 images par seconde. Alors comment tu vas revoir toute ta vie, 13 ans, d'accord? Donc ça fait 13 ans de 13 fois 365 jours, de 13 fois 24 fois 60, de 13 fois 60 fois une seconde, et de chaque seconde 24 images. Ça fait beaucoup d'images. Mais tu vois chaque image. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas ton conscient qui voit l'image. Ton conscient ne voit que 24 images secondes. Mais ton inconscient, il voit 24 milliards d'images par seconde. Donc ça veut dire que ton cœur et ton imagination ne fonctionnent pas à la même vitesse que ton cerveau. C'est-à-dire que si vous êtes impressionné par ce qu'on peut faire avec Photoshop et Illustrator, je peux vous dire que c'est rien du tout par rapport à la capacité imaginative d'un homme. On fait un test. Fermez les yeux. Vous êtes prêts là ou vous fermez les yeux? Donc vous imaginez, on est dans la salle, le palais des glaces, là, de Versailles. Donc vous voyez le long couloir, là vous le voyez, vous voyez le parquet avec la marqueterie, tout ça vous voyez. Après sur les côtés, il y a tous les miroirs. Après vous voyez maintenant le plafond qui est peint, vous voyez les tableaux extraordinaires, vous voyez les tas. Tiens, regardez ce chevreuil là, il a un œil qui est vif, tu lui en dirais un vrai, vous le voyez. Après en bas, il y a des dames qui sont habillées avec des robes extraordinaires, et puis il y a des gens qui sont là pour servir, alors il y a des laquais, et puis ils sont habillés avec des trucs tout en dorure, et puis c'est bizarre, ils leur ont mis au mollet des espèces de rubans. Mais le ruban, il n'est pas blanc ou jaune, il est blanc, avec des rayures, avec des toutes petites, des petits dessins roses, mais sous forme de ronds, comme ça, vous les voyez, les petits ronds. Après, vous remontez les yeux, et puis là, vous voyez le plateau, et puis là, il y a les verres de champagne. Maintenant, vous êtes concentré sur le verre de champagne, et dans le verre de champagne, vous voyez les bulles qui montent. Et puis, il y en a une, elle met du mal à se décoller, elle est encore sur le bord, et puis elle se décolle. Vous voyez tout ça? D'accord. Maintenant, réfléchissez. Quel metteur en scène il est capable de produire en temps réel des images d'une précision et d'une pureté et d'une intensité de pareil? C'est la folie. Ben, c'est ton cerveau. Donc le cerveau fabrique l'image. D'accord. Maintenant, tout ça, on m'a dit, bon, attention, tout ça, c'est dans l'imagination. Hein. Restons raisonnables. Alors moi, je vous pose une question idiote. N'ayez pas peur. Hein. Qui t'a dit que tu vois ce que tu vois? Peut-être qu'avant de voir quelque chose, en fait, tu l'imagines. Et tu ne fais que confirmer en ouvrant les yeux que ce que ton imagination a fabriqué. Voilà. C'est bon ou non? Non. Je vous donne, il y a une Guémara dans Sanhedrin, elle dit comme ça. Quand on interroge les témoins d'un meurtre, ils ont vu un meurtre. Alors on vient les interroge. Donc toi David, comment ça s'est passé? Et on pose des questions de détail. Genre comment elle était la chemise du gars, comment il a fait le geste, qu'est-ce qu'il avait dans les mains, c'était quoi son arme? Il avait un couteau, c'était un couteau. Alors une partie en métal, une partie en quoi? Une partie en bois, une partie en ivoire, une partie. Après comment il a fait le geste? Il a levé les bras, il a baissé, ou alors il a tourné autour de la gorge en ouvrant le truc. Pourquoi on pose toutes ces questions de détail? Le gars il dit écoutez, j'ai vu le meurtre, c'est pas la peine de me poser des questions comme ça. Et on pose les mêmes questions aux deux témoins. Maintenant l'histoire elle est comme ça. Tu rentres dans une pièce qui est fermée, d'accord? Comme cette pièce, imagine, il n'y a pas cette porte. Donc il y a un seul accès. Tu rentres dans la pièce qui est entièrement fermée, sans porte, sans fenêtre. Il y a un gars par terre qui est allongé, avec la gorge ouverte. D'accord? Ce qu'on appelle le sourire musulman. D'accord? Donc, et il y a un gars à côté qui lui tient la tête par les cheveux, allongé à côté de lui. Il est assis à côté de lui, il lui tient la tête. Il a un couteau plein de sang dans la main. Ouais? Et l'autre, il a la gorge ouverte. Donc à ce moment-là, t'as vu quoi? T'as vu un gars qui tenait un couteau et qui tenait la tête d'un gars qui avait la gorge ouverte. Le gars, il dit pas du tout. Je dis, il a tiré la tête en arrière, il lui a mis bien en relief la gorge, il a baissé, il a enfoncé le couteau dans la carotide et il a fait tout le tour. Tu l'as vu ça? Alors on lui pose des questions. Comment il était le couteau? Comment il s'est tenu? Comment il s'est tenu? Et bizarrement, quand on interroge l'autre témoin, il dit non, le couteau, il n'était pas en ivoire. Le manche, il était en bois. L'autre, il dit mais non, il n'avait pas une chemise à carreaux. L'autre, il dit mais non, pas du tout, il n'a pas fait le geste comme ça, il a fait comme ça. Et tu vas dire attends. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire concorder les deux témoignages? Concorder les deux. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la même chose. Tu sais pourquoi ils l'ont pas vu? Parce qu'écoutez bien, parce que le cerveau, il a une capacité extraordinaire, que quand une situation, elle a des blancs,
les blancs sont comblés par le cerveau, par la logique qui les relie. Donc comme il y a une logique normale, qu'un gars qui tient la tête d'un gars avec un couteau en sang qui l'a égorgé, ben le cerveau il va fabriquer l'image où tu le vois en train de l'égorger. Mais tu ne l'as pas vu. C'est évident. Vous me suivez ou... Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, par exemple, tu ne vois pas ses défauts. Tout le monde les voit, mais toi, tu ne les vois pas. Et tu dis, tu sais qu'il est têtu. Non, il est déterminé. Tu sais qu'il est radin. Non, il est sobre. Non, tu sais qu'il est pervers. Non, il est curieux. Parce que comme tu es amoureuse, donc tu arrondis les angles. Maintenant après la preuve, c'est qu'après le divorce ou après la séparation, tu dis ah mais je comprends maintenant. Mais avec du recul, je comprends tous ces comportements. Genre je comprends, mais tu les as, t'étais là, t'étais en temps réel. Tu les as bien vus, non? Pourquoi tout le monde voyait et toi tu ne voyais pas? Parce qu'on dit l'amour rend aveugle. Trop bon, trop long, d'accord? Donc en fait, tu avais un filtre. C'est quoi? C'est que tu ne voyais pas ce que tu voyais. C'est que tu voyais ce que tu voulais voir. Mais ce que tu voulais voir, tu le voyais ou non? Bien sûr que tu le voyais, puisque tu fabriquais l'image dans ta tête. J'ai fait quelques cours de dessin quand j'étais jeune, avec un prof des beaux-arts d'ailleurs, et il y avait une grande discipline, il nous disait, voilà, ce que tu vois, tu le dessines, d'accord? Donc il y a un portrait, tu dessines le portrait. Maintenant, entraînez-vous, si vous avez le temps dans le train, essayez de faire un portrait du gars qui est en face de vous, de la fille qui est en face de vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a 10 minutes entre Paris et Épinay, d'accord? Donc tu as 10 minutes. Maintenant, tu ne vas pas dessiner point par point la personne, ça c'est de la pixelisation. Tu vas juste essayer de noter les caractères spécifiques de la personne qui fait qu'un autre, en le regardant, reconnaîtrait. Ça va? C'est ça le vrai portrait. Maintenant, tu dois synthétiser, tu vas dire, tiens, il a une forme de visage bizarre, et il a un rictus ici, il a un truc plus haut que l'autre, ouais, et tu vas le mettre, tac, 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 hop, en fait, tu as synthétisé la personne. D'accord? Mais le grand piège, c'est quoi? Par exemple, tu veux dessiner un micro, d'accord? Donc tu commences à dessiner le micro, donc tu essaies de retrouver l'angle exact, tu essaies de retrouver la forme, tu essaies de se truquer. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de dessiner le micro et tu commences à dessiner le dessin du micro. Donc tu dessines pas ce que tu vois, tu dessines ton dessin. Vous suivez ou... Ben, c'est exactement pareil. Tu vois quelqu'un, tu dis bon, il est grand, ou oh, il est gros, hein, il est religieux, hein, il travaille dans l'ordinateur. Donc automatiquement, ça y est, tu as commencé à fabriquer le dessin. Tu n'essaies pas de comprendre la personne. Tu essaies de comprendre l'image que tu t'es fabriquée de la personne. C'est pour ça qu'on ne peut jamais sortir la personne de son contexte. Parce que son contexte l'a défini. Et le contexte, il fait partie de la personne. Ça aussi, c'est une question en philosophie de dessin. Je ne sais pas, ce soir, c'est dessin. Hein. C'est que quand vous décidez un objet, voilà, vous le voyez là, vous voyez le micro ou non? Oui, non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous allez dessiner le micro, soit, attention, là faites l'effort, parce que vous avez une capacité aujourd'hui avec les appareils photo de voir le contre-champ. Donc, au lieu de dessiner le micro, vous allez dessiner ce qui est autour du micro. Vous voyez par exemple là, vous voyez un bout de la bibliothèque, vous voyez un bout de mon épaule, d'accord? Donc maintenant je vous dis, ne dessinez pas le micro, dessinez le contour, mais le contour de ce qui est autour. Et quand vous aurez dessiné ce qui est autour seulement et pas le micro, ce qui va rester au milieu, c'est le micro. Oui, non, voilà. Et bien ça, c'est écrit aussi dans la Torah, parce que les gens ne savent pas étudier, qu'il y a une loi, Urtav Tam, vous écrirez, quand vous marqué vous écrirez, la Gemara a dit chez Ktiva Tama. Il faut que l'écriture soit complète. Et c'est quoi Ktiva Tama? C'est que dans le Sefer Torah, les lettres ne doivent pas se toucher. Chaque lettre est séparée de l'autre. Pourquoi? Parce que la forme de la lettre, elle ne tient pas compte seulement de la lettre, elle tient compte aussi du blanc qui est autour de la lettre. Maintenant, si je colle deux lettres, j'ai eu mes deux lettres. Mais premièrement, j'ai fabriqué une troisième lettre en collant deux lettres. Et deuxièmement, c'est que j'ai détruit le blanc qui vient autour de la lettre. Et le blanc autour de la lettre fait partie de la lettre. Donc dans un Sefer Torah, il n'y a pas seulement la cache-route de la lettre, il y a aussi la cache-route du blanc qui est autour de la lettre. Ça va? Maintenant, chaque lettre représente une personne et le blanc correspond au contexte de la personne. Maintenant, une personne, quand tu la sors de son contexte et que tu la compares avec la même lettre, parce qu'il y en a plein des dalettes. Alors tu dis, un dalet, c'est un dalet. Non, parce que ce dalet-là, il est avant un resh et après un shin. Mais ce dalet-là, il est après un guimel et après. Maintenant, ce dalet-là, il a grandi à Belleville dans un 2 pièces. Et celui-là, ce dalet-là, il a grandi dans le 16e, dans une maison d'intellectuels. C'est le contexte. Si tu enlèves le contexte, tu ne comprends plus rien.
Comme quand on enlève le texte. Pourquoi on étudie le texte? Parce que si tu enlèves le texte du contexte, il reste le... D'accord, bon. Mais c'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On a dit maintenant, c'est une lutte perpétuelle. Pourquoi? Parce que comme l'homme est pressé et que le cerveau est rapide, donc qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va combler les manques. Donc le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va fabriquer? Il va fabriquer la raison qui te rassure, il va fabriquer la perception qui te fait plaisir, il va fabriquer l'argumentaire qui nourrit ta haine et ta rancune. Et tu dis, je te dis qu'il ne m'a pas regardé. Mais non, il t'a regardé, mais il t'a pas vu. Mais non, mais il m'a même pas dit bonjour. Mais tu ne pouvais pas, vous n'étiez pas dans le bon angle. Mais il a fait exprès de me faire la gueule. Mais non, il ne te fait pas la gueule, il a une rage dedans. Tu as vu comment ton cerveau, il fabrique, il argumente sur ce que tu perçois. Donc tu prends 3 petits éléments et les 97 éléments qui vont fermer le 100%, tu les as fabriqués avec ton imagination. D'accord? Maintenant, quand tu rêves, qu'est-ce que tu fais quand tu rêves? Ton cerveau, il fabrique une image. À partir de quoi? D'une sensation. Alors normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une sensation, et cette sensation, elle provoque chez nous... non, on a une réalité, une image, qui provoque chez nous une sensation. Oui? Mais dans l'autre sens aussi, ça existe. Une sensation, elle peut provoquer chez toi une image. Par exemple, tu sens l'odeur du msouki. À Hanouka, tu penses à Pessah. Mais pourquoi tu penses à Pessah? Parce que tu es tunisien. Et un Tunisien, quand il sent du msouki, il dit c'est Pessah. Il fait c'est Pessah. Il ne comprend pas. Il voit qu'on allume la Hanoukia, qu'on est assis dans la souka, il ne comprend plus rien. D'accord? Mais tu vois, si déjà une odeur, elle te rappelle une image, d'accord? Une image, un profil, des fois, une situation, elle te rappelle une sensation. Ouais, cette station de métro, elle te rappelle le moment où on t'a annoncé que ta grand-mère était morte. Pourtant, tu étais au téléphone. Moi, des fois, je parle avec des gens, je me rappelle le contexte dans lequel j'étais en train de leur parler. D'accord? J'étais en train de marcher dans un supermarché, le gars, il m'appelle, il me raconte que sa fille, ou je me rappelle, j'étais à Tel Aviv et j'attendais le taxi et l'autre, il m'appelle, il me dit, voilà, mon père est mort et tout ça. Donc, tu ne te rappelles pas seulement l'information, tu ne te rappelles pas seulement la personne de l'information, tu te rappelles même ce que tu as vu au moment où, ça veut dire tout s'inscrit dans la mémoire, c'est énorme. Mais ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais de l'intérieur à l'extérieur, c'est la même chose. Alors, je repose la question. Oui, étant donné que mon cerveau, il fabrique en temps réel les images de ma réalité avant que je les voie, oui, donc si moi, je n'ai pas fabriqué ces images-là, ou si moi j'ai fabriqué une autre image, oui, donc ça va être très difficile de savoir, attention, est-ce que tu es réveillé, est-ce que tu es réveillé lorsque tu rêves, ou est-ce que tu rêves lorsque tu es réveillé? Par exemple, tu cours, il y a un lion qui te court après. Tu stresses, tu t'angoisses, tu as peur de mourir, et tu te réveilles. Oh! En fait, tu as rêvé que tu avais un lion qui te court après. D'accord? Ça va ou non? Tu vas dire, bon, ben, j'étais poursuivi par un lion, donc j'ai eu peur. Je dis, mais attends une seconde, t'as eu peur de quoi? Ben, un lion, il m'a couru après. D'accord? Alors, je te pose une question. Et si tu as rêvé qu'un lion, il te courait après, tu peux faire un arrêt cardiaque? Non? Tout le monde fait des cauchemars. T'as jamais vu un gars qui est mort d'un arrêt cardiaque parce qu'il a cauchemardé? Tu parles, on peut pas lui poser la question, mais ouais. Et ben dans la vie, c'est pareil. Par exemple, il y a une loi dans les sports de combat. Le gars, il va se bagarrer avec quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détend. Il vide son stress. Et d'un seul coup, il voit tout au ralenti. Et par anticipation, il voit tous les gestes que le gars, il va faire. Et l'autre, il commence, il fait tac, tac, tac. C'est ça les katas. Vous avez entendu parler des katas, non? Non, mais sortez un petit peu, là. Que la yeshiva. Les katas. C'est une série de gestes en karaté, oui. Les arts martiaux. Le gars, il fait un truc pendant une demi-heure, ça dure. Moi, j'avais des copains qui faisaient du taekwondo. Moi, je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai vu le niveau de formation du cerveau, j'ai compris que, en fin de compte, le sac de sable, c'était le mec. D'accord. Mais il me racontait, il me disait comment on faisait. D'accord. Pendant des heures, il y avait toute une série de gestes. Le tigre, je sais pas quoi, l'oiseau, baba, je ne m'en rappelle plus. J'avais 16 ans. Ouais. Et le gars, il y avait toute une série de. Mais des heures et des heures et des heures. Et quand il devait passer son examen, il devait faire ça. Je lui dis, mais à quoi ça te sert? Il me dit, mais au moment du combat, il ne commence pas à réfléchir, je vais faire ça. Les gestes, tu les as tellement répétés qu'ils deviennent des automatismes. D'accord? Mais comme toi, tu as des gestes qui sont répétés, l'autre aussi, il a des gestes qui sont répétés. Maintenant, qu'il ait des gestes de boxeur, ou qu'il ait des gestes de karatéka, ou qu'il ait des gestes ou de brut, ou des gestes de finesse, ou des gestes de pervers, ou des gestes... Mais il les a. Donc quand tu perçois la personne, tu ne perçois pas que le corps de la personne, tu perçois l'essence de la personne.
Donc le gars, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive à faire le vide en lui, et après, une seconde avant que le gars il mette le coup de poing, lui, il a déjà anticipé, hop, il enlève le coup de poing. Mais c'est vachement dur de faire le vide en toi, parce que tu as peur. Tu as peur de prendre un coup. C'est pour ça que le gars, il n'a pas peur. Je ne sais pas si vous... Oui, il faut qu'il n'ait pas peur avant de prendre le coup. Et l'autre, il a un couteau, et l'autre, il a un truc. Donc on lui apprend à respirer, parce qu'en respirant, il oxygène le cerveau, donc le cerveau ira plus vite. En plus, la respiration, elle apaise la personne. Maintenant, quelle différence entre avoir rendez-vous avec un voyou qui veut te fracasser la tête, ou alors rendez-vous avec un grand patron qui te déstabilise parce que tu sais que ton avenir dépend de ce qu'il va te dire, d'accord? Ou un rendez-vous avec la personne que tu vas épouser. Dans tous les cas, il va y avoir besoin de fabriquer un terrain intellectuel, un espace imaginatif de réception de la situation. Donc tu imagines d'abord avant de réaliser la chose. Ça va? On appelle ça en français la réflexion. Donc c'est le reflet de la réalité dans ta tête. C'est pour ça que les gens qui ne réfléchissent pas n'ont pas de recul. D'accord? Ils vont de surprise en surprise et d'erreur en erreur, puisqu'ils passent la vie à réparer ce qu'ils ont cassé par le fait qu'ils n'avaient pas réfléchi. Or, si réfléchir, c'est fabriquer l'image avant de la réaliser, donc tu es toute la journée en train de fabriquer des images que ensuite tu réalises. Donc l'autre, il voit son business, et l'autre, il voit son couple, et l'autre, il voit l'enfant qui va naître, et l'autre, ça s'appelle des visionnaires. Il y a des gens qui visionnent, et il y en a qui ne visionnent pas. Ces deux frères tunisiens, ils sont arrivés de la Goulette. Il y en a, il est rentré à la RATP, il faisait des trous. Des trous, des petits trous. Ils en ont fait un syndrome. Et l'autre, il a dit, moi, on vivait au soleil, on mangeait la kémia, on avait une petite épicerie là-bas à Tunis. Tu crois que moi, je vais aller m'installer dans un trou là-bas, au fond de la terre, à faire des petits trous, toujours. Ça va pas la tête, non? Alors ils étaient à Sarcelles, à l'époque c'était des terrains vagues, et le mec il marche comme ça. Un matin il vient et dit, tu sais, Fernand, oui Félix, j'ai acheté un terrain. T'es fou? T'as acheté un terrain? Mais avec les économies, t'as acheté un terrain, mais t'es fou. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais faire une grande épicerie. Mais t'es malade. En 1955, tu vas faire une épicerie. Mais il y en a plein des épiceries. Il a dit, non, je ne vais pas faire une épicerie comme celle-là. Je vais faire une épicerie, mais au lieu de mettre une marque de lessive, je vais en mettre 30. Et au lieu de mettre une savonnette, je vais en mettre 40 trucs. Et après, je vais même louer des espaces pour que les gars ils viennent vendre leur savonnette dans mon magasin. Et je ne vais pas mettre une caissière, la vieille, la couleur. Je vais mettre 24 caisses. Et je vais mettre des rayons, je vais mettre de la lumière, je vais mettre de la musique. Le mec, il a imaginé le supermarché. Et l'autre, il continue à faire des petits trous, des petits trous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui voient grand et des gens qui voient petit? Non, les gens, c'est pas l'ambition. Parce que c'est quoi l'ambition? C'est dans la tête, c'est un rêve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des rêves, il y en a qui n'en ont pas. C'est la différence entre les réalistes et les idéalistes. Maintenant, le problème, c'est qu'un rêve, ça peut être, c'est une forme d'illusion. D'accord? Mais l'ambition, c'est aussi une forme de rêve. Alors, quelle différence entre l'illusion et l'ambition? Ça aussi, je vous l'ai déjà dit 250 fois. Mais je vous le redis parce qu'il paraît que les répétitions est la mère de l'éducation. Je vous dis pourquoi. Quelle différence entre l'illusion et l'ambition? En fait, c'est une faute de français. En français, on dit par exemple, j'ai une illusion. Et puis, j'ai une désillusion. Franchement, j'ai une désillusion. J'ai une désillusion. Par contre, en français, on ne dit pas, j'ai une ambition, mais j'ai une désambition. Franchement, j'ai beaucoup été désambitionné par ce garçon. On peut être désambitionné. Ouais. On peut avoir une désillusion, mais on ne peut pas avoir une désambition. Alors pourquoi ça n'existe pas une désambition et ça existe une désillusion? Bon, moi, je n'étais pas à l'Académie française. Je vous laisse le plaisir de perdre votre temps, de réfléchir. Mais je vous donne l'idée. Dans la tête, ouais, tu as un rêve. Ce rêve-là, tu ne sais pas où c'est une illusion ou c'est une ambition. Comment tu le sais? C'est très simple. Si tu te donnes les moyens de le réaliser, ça prouve depuis le départ que c'était une ambition. Si tu ne te donnes pas les moyens de le réaliser, mais que tu continues à rêver que ça va fonctionner, alors que tu ne te donnes pas les moyens. Donc si tu nourris ton rêve d'illusion, il devient une désillusion. Mais si tu rêves, tu nourris ton rêve de réalité, il devient une ambition. C'est-à-dire que tu révèles qu'en fin de compte, au départ, c'était une ambition. Parce qu'une ambition ne peut pas être une désambition, parce que tu donnes les moyens de le réaliser.
Maintenant, si toi, tu vois que tu as que des désillusions, c'est qu'en fait, tu n'avais que des illusions. Maintenant, le problème, tu vas me dire, mais alors à ce moment-là, tu ne peux savoir ce que tu as dans la tête qu'à partir du moment où tu le vis. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vivent le film à l'envers. D'accord? C'est qu'ils arrivent à la fin du film, ils comprennent le début. Il y a des gens qui regardent le début du film, ils connaissent la fin. Donc, si toi, tu as bien réfléchi à la nature de ta pensée et que tu vois que ta pensée, c'est une ambition et tu le sens parce qu'ici, c'est fort. Mais si dans ta tête, c'est une illusion, parce que c'est léger, tu dis, oh, ça me ferait plaisir, ça serait bien, franchement, bah, si ça arrivait, tu sais, quelque part, j'en serais pas mécontent. Ouais. Donc, c'est une illusion. Maintenant, une illusion, elle ne va pas se réaliser. Alors, automatiquement, tu t'es déçu. Mais tu sais, des fois, les gens, tu comptes sur eux, et ben, il se passe rien. Mais évidemment, puisqu'il fallait compter sur toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Après, tu dis, ouais, bah, franchement, je pensais que ça marcherait mieux. Mais t'as mis des prospectus? Non, je me suis dit, le bouche à oreille, ça suffira. Ah bon? Après, tu dis, mais, franchement, le client, je l'ai vu sourire, je le voyais accueillir comme ça, je pensais qu'il allait signer. Mais tu as fait l'argumentaire, tu l'as poussé à bout, tu l'as expliqué, tu l'as chauffé, Non, non, je lui ai présenté le produit. Bah, mais il faut lui rentrer la main par l'oreille et lui arracher le cerveau. Sinon, pourquoi il va acheter? Il va dire, écoutez, bien, écoutez, merci pour cette présentation. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. À bientôt. Je devrais faire du coaching. Hein. Donc, c'est quoi l'idée? Ici, cette idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, la personne, elle a un rêve dans la tête. Et ce rêve-là, c'est ce qui va être l'anticipation de la réalité. Maintenant, celui qui sait manipuler le rêve des autres, il peut devenir gourou ou chef d'entreprise. Ouais. Maintenant, si toi, tu sais manipuler tes propres rêves, tu peux devenir idéaliste et faire des grandes choses. Si toi, tu subis tes propres rêves, tu peux devenir un rêveur. Ouais, ou un raveur avec un A. D'accord? Un rêveur. Pourquoi? Parce que simplement, tu as compris que tu fabriques un rêve et ensuite tu vis une réalité. Maintenant, elle, c'était tellement difficile, cette femme, de se séparer de son chéri, de son amour, de son mari adoré pendant 13 ans, qu'elle était obligée de se fabriquer un rêve qui n'est pas là. Elle était obligée de se fabriquer une imagination qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle s'était tellement adaptée à son absence qu'elle était totalement inadaptée à sa présence. Vous me suivez ou non? Donc c'est ce qu'il dit Rashi. Chez Nidma Leliba, Pit Om, chez Zebaala. Parce qu'elle a imaginé dans son cœur, soudainement, que c'était son mari. Mais s'il avait envoyé quelqu'un dire, tiens, ton mari va rentrer. Il a dit qu'il rentrait. Tiens, j'ai vu ton mari sur la route, il est à 4 km. Tiens, elle reçoit un télégramme, mon amour, je suis dans le bateau. Donc elle aurait eu le temps de fabriquer le terrain intellectuel de la présence de son mari. Donc elle aurait préparé mentalement la présence de son mari. Donc quand son mari serait rentré, elle dit, bah, c'est normal, je t'attendais. Ça va? Donc la réalité, elle est arrivée au rythme de la préparation qu'elle avait fait dans sa tête. Mais comme là, il est arrivé soudainement, donc elle n'a pas pu fabriquer, attention, son mari intellectuel, la présence de son mari intellectuel avant d'avoir la présence de son mari physique. C'est ça ce qu'il dit chez Pitom. Pitom, soudainement. C'est que soudainement, la réalité. Parce que prenez l'inverse, quelqu'un qui est en train de rêver, si tu le réveilles, soudainement, il peut mourir. Pourquoi? Parce qu'il était 100% dans son rêve, et toi, tu l'obliges à rentrer dans la réalité. Il peut mourir. Et bien elle, c'est le contraire. Ouais, elle aussi, elle était dans son rêve que son mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là, c'est pas grave s'il n'est pas là. Bah, au Hachem, il étudie la Torah. Et ben on se sacrifie. Puis grâce à ça, on ira au monde futur. Donc elle sait tout fonctionner, elle sait tout calculer. Elle a créé tout son environnement par rapport à l'absence de son mari. Et puis Tom, il est là. Ouais. Et comme c'est rentré dans sa tête avant de rentrer dans son cœur, elle est morte. Par Hanishmata. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas adaptée à sa présence, elle s'était conditionnée à son absence. C'est pour ça d'ailleurs que dans les chambres à gaz, qui n'ont pas été détruites par le nazi, parce que le nazi, qui est la race supérieure, quand il sait qu'il va se faire attraper, d'un seul coup, il devient un rat inférieur. D'accord? Eh bien, ils ont dit que dans les chambres à gaz, il y avait le béton du plafond était arraché. Et il y avait les marques de doigts. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui se sont amusés un jour à essayer de gratter du béton avec les ongles, mais tu ne peux pas laisser une trace. Mais il y avait des traces. Donc ils ont expliqué pourquoi. Parce que quand les gens, en 1942,
D'accord? Donc à la fin du deuxième millénaire, 2000 ans de civilisation, depuis qu'Imarchemo il est monté pour faire la lumière, d'accord? Donc, après 2000 ans, ils ne pouvaient pas comprendre comment en 1942-43, on peut prendre des gens vivants, les déshabiller, les mettre dans une pièce et mettre du gaz comme des rats. Donc les gens, ils devenaient fous, ils se marchaient dessus. Et comme le gaz, il descendait vers le bas, donc eux, ils allaient vers le haut de la pièce. Et ils essayaient de sortir. Mais comment ils vont sortir? C'est du béton. Alors ils grattaient, ils ont arraché le béton avec les doigts. Ils trouvaient les gens, avec les ongles arrachés, tout ça, morts. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient d'arracher le béton pour sortir. Mais ils ont arraché le béton, c'est ça qui est incroyable. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'à la limite, ils auraient forcé, ils auraient enlevé le toit. Pourquoi? Alors ils disent qu'en fait, les gens, avant de mourir, ils devenaient fous. Avant de mourir asphyxiés, parce que pour ne pas sentir la douleur en arrachant du béton, il faut que tu sois fou. Donc les gens devenaient fous avant de mourir. Ça va? Pourquoi ils sont devenus fous? Parce que c'est un truc que tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter, en 1943, l'année dernière, on était en vacances, on était avec les enfants, on était assis, on était en train de rigoler, tu étais médecin, la moitié du quartier, tu les as soignés. Même le mec qui t'a dénoncé, c'est toi qui lui as sauvé sa mère. Elle est en train de mourir et tu lui as fait une ponction cardiaque, tu l'as sauvée. Et le mec qui t'a dénoncé pour avoir ta baraque, tu ne peux pas l'imaginer, tu n'arrives pas à le croire. Ben, comme tu n'arrives pas à le croire, ça ne rentre pas dans ton imagination. Et comme ça ne rentre pas dans ta imagination, ça crée un obstacle entre toi et la réalité et hop, tu deviens fou. Parce que c'est quoi la folie? C'est quoi la folie? La folie, c'est un basculement. Vous suivez ou non? Tu as une réalité. Après, elle te stresse. Après, elle t'angoisse. Après, l'angoisse, elle devient chronique. Après, elle devient physique. Elle devient une névrose. Et après la névrose, c'est la folie. Il y a plein de gens qui se baladent à la frontière de la folie. Ils perdent la mémoire. Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils s'en fichent d'être logiques. Ils sortent tout nus. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, de toute façon, à quoi ça sert? De toute façon, je crois qu'on va monter rhabillé. Tu dis, enfin, mamie, qu'est-ce qui t'arrive? D'accord? Donc c'est quoi en fait? C'est que doucement, 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 tu plonges, tu rentres dans ton imagination et tu t'écartes de la réalité. Or la vie, c'est un aller-retour perpétuel entre la réalité et l'imagination. La réalité et l'imagination. Maintenant, tu puisses dans la réalité pour fabriquer ton imagination et tu fabriques ton imagination pour fabriquer ta réalité. C'est des allers-retours. Mais si quelqu'un y renonce, il dit je veux plus de l'imagination, donc il n'a plus de rêve. Celui qui ne rêve pas, il devient une machine. Et celui qui ne veut plus de la réalité, donc il n'a plus que des rêves. Donc il rentre dans les rêves. Donc, une forme d'autisme volontaire. Qui parle. L'autre, elle a été violée 8 fois par 5 mecs dans une cave. Chaque fois qu'elle se réveille, elle y repense. Donc elle s'évanouit. Donc elle ne peut plus se réveiller, parce que si elle se réveille, elle ne peut pas accepter la réalité. Donc elle est obligée de s'évanouir. Donc on lui met un coma volontaire. On lui met une piqûre médicale, comme ça. Il vaut mieux qu'elle pense pas à ce qui lui est arrivé, parce que c'est insupportable. Vous savez que les gens, on compte les morts, on compte les 6 millions de morts qui sont morts dans les camps, mais il y a des millions qui sont morts après les camps. Mais ils sont morts de quoi? Qu'ils ont fait des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ils sont morts. Ils n'arrivaient plus à dormir. Parce que chaque fois qu'ils dormaient, ils se retrouvaient dans le camp. Parce que tellement qu'ils sont endormis là-bas, dans l'espoir de se réveiller libre et de rêver que c'était un cauchemar, que même quand après que ça s'est terminé, ils n'y croyaient pas. Donc leur rêve, il est devenu réalité. Donc les camps de la mort, ils les ont emmenés avec eux. Comme l'autre, il amène ses complexes, l'autre, il amène ses peurs, l'autre, il amène sa névrose, l'autre, il amène sa souffrance. Ça se passe dans la tête, tout ça. Donc maintenant, tu as une vraie question. C'est est-ce que tu vis la réalité ou est-ce que tu vis la réalité virtuelle que tu t'es fabriquée dans ta tête? Et ça, je te parle des gens qui ne prennent pas des vitamines illégales. Parce qu'alors, eux, ils ne savent même plus où ils sont. Ils disent que ça les détend, que ça leur fait du bien. Moi, j'ai de la peine pour eux. Hein. Franchement, à l'époque, on donnait ça aux gens qui étaient fous. Maintenant, le gars, il le fait lui-même. Vous savez que dans le cerveau, il y a des compartiments. Il y a un compartiment qui s'appelle intellect. Il y a un compartiment qui s'appelle l'intellect actif. Il y a un compartiment qui s'appelle la mémoire. Il y a un compartiment qui s'appelle l'émotionnel. Il y a un compartiment qui s'appelle l'imaginatif. Mais les compartiments sont bien séparés dans le cerveau. Et bien, quand tu prends ce genre de toxines volontaires, tu détruis l'étanchéité des compartiments. Donc d'un seul coup, tu
Tu vois des gens qui marchent au plafond. Il y en a, il m'a dit, mais Rav Chetrit, j'ai vu Avram, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Je dis oui. Il dit, mais c'est possible? Je dis, combien de fois par jour? Depuis quand? Donc combien par jour tu essayes de créer le joint avec la vie? Mais le pire, c'est qu'il a raison. Parce que le Harizal, il dit qu'à Yom Kippour, il voyait Avram, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Et je peux te garantir que le Harizal n'avait que du carrelage chez lui. Ça veut dire que ce type de produit te permet d'accéder à des niveaux de perception dans l'inconscient et dans l'intemporel qui sont incroyables. C'est connu que Rimbaud, il trouvait l'inspiration dans l'opium. D'accord? Le problème, c'est que si quelqu'un il est blindé de Gemara et de Halacha, il peut rentrer dans la Kabbalah. Mais si quelqu'un il est blindé de jeux vidéo et qui rentre dans la Kabbalah, bah écoutez, on n'a jamais retrouvé son cerveau. Hein. Il a été loin quand même. Hein. Bon, j'espère qu'il en a profité parce qu'il a eu des visions incroyables. Alors je vous dis, avec un cerveau qui marche à 2000 à l'heure, avec une conscience incroyable, avec une intelligence hors du commun, avec une sensibilité accrue et avec une intensité existentielle maîtrisée, la vie n'est pas évidente. Mais si t'es brêle, si t'es lourd, si t'es inculte, si t'es ignorant, t'es un glandeur, et en plus tu fumes, après ne me dis pas j'ai des peurs, j'ai des stress, j'ai pas confiance en moi, d'un seul coup je me mets à pleurer, je comprends pas pourquoi. Donc on t'a donné une fonction imaginative extraordinaire, on a compris maintenant, qui permet de fabriquer le contexte qui va t'aider à rentrer dans la réalité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que en fait tu t'adaptes à l'idée dans la tête, après tu t'adaptes à l'idée dans la réalité. D'abord tu te vois à l'école d'ingénieur, après tu rentres à l'école d'ingénieur. D'abord tu anticipes le coup au tennis, et après tu joues le coup au tennis. Donc de toute façon, tout ce que tu fais, tu vas d'abord le fabriquer dans ta tête. Maintenant, la chance de la vie, c'est quand elle te laisse le temps de fabriquer le contexte intellectuel. Donc que la partie imaginative de l'histoire, elle s'est mise en place de manière normale. Mais si on t'a pas laissé le temps de t'adapter, automatiquement tu vas souffrir. Pas parce que tu n'es pas capable d'assumer, tu es capable d'assumer, mais tu n'as pas eu le temps de fabriquer le contexte émotionnel, intellectuel. Mais dans les deux sens. Que des fois, tu as eu du temps pour t'habituer et grâce à Dieu, tu as pu t'adapter à la situation. Et des fois, tu as pris trop de temps pour t'adapter et tu n'aurais pas dû t'adapter à la situation. Quand l'autre, elle vient et te dit, oui, mais Rabbi Chetrit, ça fait des années qu'il me frappe. Je dis, mais la vraie question, c'est pas qu'il vous frappe. La vraie question, c'est comment ça se fait que la première fois, vous n'avez rien dit. Ah, mais j'ai pensé qu'il était nerveux. Puis aussi, mon père aussi me frappait. Et mon frère aussi me frappait. Donc, de dire dans un contexte, l'autre, elle a accepté. Après, là, maintenant il a sorti un marteau pour me tuer. Je dis, madame, depuis qu'il a mis la première baffe, il avait commencé à vous tuer. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été malin. Si vous avez mis directement un marteau, vous auriez été à la police. Mais il vous a poussé. Donc, il vous a insulté. Après, il vous a poussé. Après, il vous a mis des petites claques comme ça. Puis après, il vous a pris une vraie baffe. Après, il s'est excusé. Après, il vous a mis des coups. Mais il avait bu, vous avez dit, c'était un contexte alcoolique. Puis après, il a sorti le marteau. Mais vous, entre-temps, vous êtes habitué. Vous vous êtes adapté. Et là, il ne fallait pas s'adapter. Vous me suivez ou non? Donc, tu as la bonne adaptation et tu as la mauvaise adaptation. Comme le glandeur, celui qui s'habitue à ne rien faire. Eh bien, il ne fait rien. Le jour où tu lui demandes de faire quelque chose, il va mourir. Et tu dis, quoi? Mais comment vais-je prendre la responsabilité de détruire l'existence potentielle d'un creux dans le canapé? Puisqu'en se levant, le creux va disparaître. C'est vrai qu'au niveau cosmique, on peut essayer de s'imaginer quelle peut être l'importance et l'influence du creux du canapé qui va disparaître. Mais t'es un glandeur, t'es un vaurien, t'es un paresseux. Arrête de nous dire que tu as besoin comme ça de prendre du temps, de laisser mûrir les idées, de mettre au point les projets. En fait, tu es un glandeur. Va bouger, va travailler, va. Ouais, cette logique, c'est quoi? C'est que tu t'es adapté à ne rien faire. L'autre, il s'est adapté à bouger. Comme l'hyper nerveux, il est hyper nerveux.
Donc tu dis assis-toi, concentre-toi. Il ne peut pas, son cerveau il fait. Donc celui-là, il s'est adapté à ne pas rester en place. L'autre, il s'est adapté à trop rester sur place. Tu es obligé d'avoir les deux. Tu es obligé d'avoir un mouvement et une maîtrise. Un mouvement et une maîtrise. Sinon, ou tu bouges plus, ou tu bouges trop. Comme dans la tête. Tu dois asseoir des idées et être capable de te remettre en cause. Et asseoir des idées et te remettre en cause. Si tu n'as pas l'élasticité de remise en cause, tu ne peux pas t'adapter. Si tu ne sais pas asseoir les idées, tu ne peux pas avancer. Alors, comment tu vas faire? L'autre, il met 2 ans pour asseoir une idée. Alors quand tu lui dis, bon, va falloir te remettre en cause, ben, il ne peut pas. Il dit, je peux pas, j'ai mis 2 ans. Attends, j'ai mis 2 ans pour accepter l'idée. Tu veux maintenant que je me remette en cause? C'est un problème. Donc tu es obligé d'avoir les deux. Cette idée-là. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire du bateau et du bâton sur la rivière? Non? Oui? J'ai raconté samedi soir. Vous étiez là, vous? Le bâton est là. Non, pas vous. Voilà. Donc je peux le redire pour les gens qui n'étaient pas là? Vous êtes OK de l'écouter? C'est un truc incroyable. Je l'ai raconté à mon fils qui étudie en Israël, je l'ai raconté tout à l'heure. Je dis, mon fils, écoute à Hidouche. Je peux vous le raconter à vous ou vous êtes fatigué? C'est un raisonnement, il faut le prendre en son entier. Il y a des éléments que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Moi aussi, je les connais, puisqu'a priori, c'est moi qui vous les a dit. D'accord? Mais on peut quand même relire et réfléchir. Vous savez que c'est marqué dans la Torah, ou bechokotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Donc quand la Torah, elle a dit bechokotai telechu, vous irez dans mes lois. Maintenant, étant donné que Dieu, il a écrit la Torah avant d'écrire le monde, et que dans la Torah, c'est marqué bechokotai tishmeru, vous les garderez, vous les accomplirez, vous les mentionnerez, vous les rappellerez, et c'est marqué vous irez. D'accord? Donc c'est quoi aller? Alors le Zohar, il dit Adam Oler. L'homme va. D'accord? Donc ça veut dire que l'homme est en mouvement. Et comment ça s'appelle? Et comment on appelle la trajectoire du mouvement? On appelle halacha. C'est quoi halacha? C'est altikre alichot et la halacha. Halachot. Ne dis pas alichot des déplacements, mais halachot des lois. Donc c'est quoi la loi? En fait, la loi, c'est la trajectoire du déplacement. C'est comment tu dois te déplacer dans le monde selon la halacha. D'accord? Parce que sinon, quel rapport étymologique il existe entre le mot oler et le mot halacha? Oler, c'est aller, et halacha, c'est la loi. Est-ce que le mot loi en français, il a un rapport avec le verbe aller? Je ne sais pas. J'ai arrêté le grec très, très jeune, par peur de tomber dans une certaine tendance. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que la loi, la halacha, c'est le déplacement. D'accord? Maintenant, si on dit que Adam Oler, l'homme est en déplacement, et que la Torah elle a dit Ubechokotai telechu, et dans mes lois vous irez. Donc ça veut dire qu'en fait, puisque Dieu a créé le monde et l'univers en regardant dans la Torah, donc le secret de la Torah, c'est le mouvement, et le secret de l'univers, c'est le mouvement. Voilà, par transitivité. Ouais. Et bien Albert, très connu pour son comportement relatif, d'accord, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Dommage, il aurait pu lire directement dans la Torah. Mais, alors j'ai pensé, maintenant ça vous le saviez déjà, mais je vous rajoute un petit élément en plus. C'est qu'il y a une loi dans la relativité très intéressante. Si vous avez un gars qui est assis dans un train, il est assis dans le train, et le train il avance. Et le train il passe au ralenti devant une gare. Et dans la gare, il y a un gars qui est assis. Mais la gare n'avance pas, hein, je rassure tout le monde. Non, parce que des fois les gens ils disent oui la gare est partie. Non, la gare part pas. C'est le train qui part. Bon. Donc le gars il est assis dans la gare. Il est assis comme ça, il ne bouge pas. Il est assis, il est bien, il est à un point déterminé, longitude, latitude, il est là. Par contre le train lui il avance. Le gars qui est assis dans le train, lui aussi il ne bouge pas. C'est le train qui avance. Et lui il regarde le gars qui est dans la gare. D'accord? Maintenant, le gars qui est dans la gare, qui voit le gars, qui regarde le gars dans le train, vous savez, les regards se croisent. Donc lui, il voit un gars qui est immobile dans un train qui est mobile. Mais le gars se déplace à la même vitesse que le train. Donc il voit un gars qui est en mouvement. Par contre, le gars qui est dans le train, lui, le train avance. Donc pendant 3 minutes, il a l'impression que le gars aussi avance. Mais non, c'est son train, lui, qui avance. Comme quand vous êtes assis dans un train de banlieue, à moitié réveillé, vous ne savez pas si c'est votre train qui démarre ou c'est le train d'à côté. Ouais. Bah, c'est une illusion d'optique. Maintenant, pour le gars qui est assis dans le train, celui qui est assis dans la gare, il est immobile. Super. Donc vous avez ça dans la tête. Maintenant, imaginez une rivière. Et la rivière, elle descend. Il y a le courant. Et dans cette rivière, il y a un bateau. Et le bateau, il avance, disons, à 20 km/h. On va dire 10 km/h. Et le courant, il va à 10 km/h. Mais le bateau, il a quand même son moteur allumé. Donc le bateau, il avance dans une rivière qui elle-même est en mouvement. Vous me suivez toujours?
Mais sur cette même rivière, il y a un tronc d'arbre qui, lui, n'a pas de moteur. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas arrivé encore à un niveau de développement. Ouais. Donc, le tronc d'arbre, il est jeté dans la rivière et il est en train de descendre la rivière. Le gars qui est spectateur à l'extérieur, il voit le bateau qui avance et il voit le tronc d'arbre qui avance. Et comme le bateau va à la même vitesse que le courant, le bâton va aussi à la même vitesse que le bateau. Oui, non, oui. Voilà. Mais la seule différence, c'est que le bâton, il est emporté par le courant, alors que le bateau, il avance dans la rivière. Oui, non? Voilà. Alors on a dit, ou quand c'est marqué Ubechokotai Telechu, vous irez dans mes lois, d'accord? C'est quoi vous irez? Vous irez. C'est quoi? C'est un acte dynamique d'aller. La Torah, elle veut que tu ailles, tu vas dans la loi. Tu vas dans la loi. Alors toujours on pose la question, on dit d'accord, alors donc la Torah, elle veut que j'aille. Donc elle veut un mouvement. Elle veut aller. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? Quand tu vas faire le contraire de la Torah, c'est quoi? Le contraire d'aller, c'est le laisser aller. Non, parce que les gens... Bon, parce qu'il m'a cassé mes effets, mais... D'accord. Mais, normalement, quand tu poses cette question, les gens, ils te disent, bah, le contraire d'aller, c'est reculer, rester sur place, stagner, s'immobiliser. Je dis jamais laisser aller. Je ne sais pas pourquoi ça fait 25 ans que je pose la question. Ou alors peut-être la question est fausse, hein, je ne sais pas. Des fois, on peut se tromper, enseigner pendant 25 ans et on a tort. Mais bon, comme on a du public, on peut se convaincre qu'on a raison. Mais moi, j'ai pensé comme ça, que aller, c'est un mouvement. Laisser aller, c'est un mouvement immobile. Bah oui, pourquoi? Parce que quand tu te laisses aller, et c'est ça l'illusion d'optique, quand tu vois quelqu'un qui va et quand tu vois quelqu'un qui se laisse aller, tu peux imaginer que les deux sont en mouvement. Mais c'est une illusion d'optique. Parce que l'autre, par exemple, il est emporté par sa décision, et l'autre, il est emporté par sa colère. Mais les deux, ils courent. Ouais. Celui-là, il court vers un projet, et celui-là, il fuit un danger. Les deux, ils courent. Mais celui-là, il a pris une décision d'avancer, et celui-là, il se laisse aller. Et le fait de se laisser aller, il est quand même emporté par un mouvement, parce que le mouvement, il existe. La rivière, elle descend. De toute façon, il y a du courant. D'accord? Donc le temps, il passe. Tu grandis, tes enfants, ils grandissent. Le loyer, il faut le payer. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi qui va. Tu te laisses aller. L'autre, il suit ses pulsions. L'autre, il suit ses nerfs. L'autre, il suit ses peurs. L'autre, il suit les compliments qu'on lui donne. L'autre, il réagit aux insultes qu'on lui fait. Mais en fait, c'est pas lui. Il se laisse aller. C'est magnifique. Franchement. Oui. Donc toi, tu dois savoir, est-ce que tu es un bateau qui descend la rivière ou est-ce que tu es un bâton qui descend, qui est emporté par le courant? Maintenant, sachez que de toute façon, le courant, il existe. Et la rivière, elle va aller quelque part. Et ta vie, elle va passer. La seule question, c'est est-ce que tu as conduit le bateau ou est-ce que tu t'es laissé porter par le courant? Donc, est-ce que tu étais spectateur de ta vie ou est-ce que tu étais acteur? Oui. Alors, j'ai rajouté un élément en plus. Ça, je ne sais pas si je l'ai dit samedi soir, je ne me rappelle plus. J'ai dit, si le gars, il est en voiture, et puis il se dit, il est dans une montagne, il est en train de descendre il descend la montagne. Il se dit, mais pourquoi je vais payer de l'essence? Espèce d'écossais ou de mec, moi je ne sais pas. D'accord. Alors il est en train de descendre, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le moteur. Il dit, pourquoi je vais gaspiller l'essence? À quoi ça sert de laisser le moteur allumé? De toute façon, la voiture, elle descend. Et c'est vrai, elle descend. Et il dit, pour les virages, j'appuie sur le frein et je tourne. Hop, il tourne, il utilise le frein. Alors, est-ce qu'on peut conduire comme ça? Oui, non? Ceux qui ont le permis? Très dangereux. Premièrement, parce que la voiture, elle pèse 1 tonne, donc c'est 1 tonne de pression sur les freins, plus la vitesse, ça va augmenter encore, mais tes plaques de frein, elles vont fumer. Donc c'est normal que tu dois utiliser le frein moteur. Le frein moteur, c'est que tu fais tourner le moteur malgré que la voiture, elle pourrait descendre toute seule. Et bien vous voyez ici que même pour descendre, il faut continuer à rester actif. Parce que si tu descends en roue libre, oui, le moment où tu voudras te reprendre et tu diras, mais je suis fou, je suis en train de descendre, c'est trop tard. Donc quand tu te lâches dans la colère, tu ne peux pas te remettre en cause. Quand tu es pris dans la tahava, dans la pulsion animale, tu ne peux pas. Quand tu es entre les jambes de la maîtresse, tu ne peux pas dire Chazvé Shalom, c'est assourd. Tu ne peux pas, tu es déjà entre les jambes de la maîtresse, tu es mort. Tu es mort. C'est là que ta femme, elle rentre. Que la réalité, elle rencontre le rêve. Parce que tu t'es dit jamais je me ferai attraper. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Mais le bon Dieu, il a de l'humour.
Donc le bon Dieu, il a fait que ta belle-sœur, elle t'a vu rentrer dans l'hôtel et elle a prévenu sa sœur. Et sa sœur, elle est venue, elle a demandé à monsieur grand, blond, mignon, quelle chambre? La 321. Vous avez un pass? Et toi, tu avais fait un pass sur le pass. Et elle ouvre la porte et elle te voit. Monsieur le tzaddik, monsieur le religieux, tout. Et toi, tu fais. Si elle. Tu peux pas dire mon mari. D'accord. Mal écrit le scénario. D'accord. Donc, alors, tu veux t'expliquer ce qu'on appelle le syndrome du poisson rouge. Mais tu n'as rien à dire parce que tu as fabriqué tout un mensonge, que tu es en train de traiter un business où tu étudies à mi-temps et l'autre, elle te voit entre les jambes de ton professeur. Mais vous allez au fond du problème, là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, c'est cette confrontation-là. Que quoi? Que ton mensonge, il a rencontré la réalité. Et tu peux rien faire. Alors, quelle différence entre le mensonge qui rencontre la réalité, l'illusion qui rencontre la réalité, ouais, la peur qui rencontre le danger, le baratineur qui rencontre l'investisseur. Donc l'investisseur, il dit, ok, tu m'as convaincu, allez, 100 000 euros. Mais lui, c'est un baratineur. Il dit, attends, il me reste 14 euros dans mon CCP. C'était une mytho, c'est tout. C'était rien qu'une mytho. Une mytho. Tu fais une mytho à un mafiosi russe, coupez-lui la tête. Non, mais je rigolais, il n'y a pas de rigolo, baba. Tiens, on a des porcs à nourrir. Allez hop. Un jour, la réalité, elle te rejoint. Donc, ce qui est marqué ici, qu'en fin de compte, ce mouvement-là, ce mouvement de Bechokotai Telechu, c'est un mouvement dynamique d'existence. Donc, on est obligé d'être dynamique dans un mouvement qui est dynamique. Parce que la vie, de toute façon, est en dynamique. Parce que de toute façon, la Torah, elle est en dynamique. Parce que de toute façon, le monde, il bouge. Maintenant, toi, tu dois bouger dans un monde qui bouge. On aurait pu faire un truc politique, d'accord? Mais ça, c'est quoi? C'est exactement pareil. C'est-à-dire que toi, tu étudies la Torah, mais il faut en plus que tu évolues dans ta Torah. Toi, tu es marié, mais en plus, il faut que tu travailles ton couple. Mais tu mets, de toute façon, on est marié, ben, travaille ton couple. Toi, tu as des enfants, oui, ils sont dans une école juive, mais il faut en plus que tu les éduques. Mais pourquoi je vais les éduquer? De toute façon, grâce à Dieu, ils sont dans une bonne école, ils ont un rave, ils ont un truc. Non, non, toi, tu dois les éduquer. Parce que tu dois être dynamique dans un mouvement dynamique. Dès que tu deviens passif dans un mouvement dynamique, bizarrement, ça provoque de l'impureté. Ça amène des avérotes, ça amène de la touma. Pourquoi? Parce que tu es passif dans un mouvement dynamique. Or, ça veut dire que tu te laisses aller dans un système où tu devrais aller. Et à chaque fois que tu te laisses aller dans un système où tu devrais aller, tu commences à avoir des problèmes. Parce que tu t'es laissé aller. D'accord? Tu es médecin, fais de la formation continue. Tu es comptable, eh ben, apprends les nouvelles lois. Tu es avocat, mets-toi au goût du jour. Tu as un magasin de vêtements, vas-y, va à Milan, va à New York, va voir les nouvelles tendances. Tu dis, mais je comprends pas, j'achète, je vends. Qu'est-ce qu'il y a? J'achète, je vends, j'achète, je vends. Pourquoi il n'y a personne qui rentre? Ah ben je sais pas, il n'y a personne qui rentre. Parce que tu n'es pas dans le coup, tu n'es pas dans le truc, tu n'es pas dans le parfum du temps. Vas-y, ben c'est pareil, tu suis ta femme, tu vois qu'elle a changé, hop, tu suis, tu vois qu'elle rigole, tu suis, tu vois qu'elle fait la tête, tu es là, tu es solidaire. Tu dis non, écoute, elle fait ce qu'elle a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. On est deux au fond d'une mine, on creuse la mine de la Parnassa et d'un mariage des enfants. Et après tu te retournes, tu dis tiens Myriam, passe-moi un verre, elle est partie. Avec quelqu'un qui la faisait rêver. Elle va rester dans ta mine à toi. Tu es resté un mineur, tu n'as jamais grandi. D'accord? Donc c'est le contraire. Ouais. Qu'en fin de compte, tu fais des rêves et tu les réalises. Tu fais des rêves et tu les réalises. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu t'adaptes à tes rêves. Ou le contraire. Ouais. Tu fais des rêves d'illusions et tu t'adaptes. Donc tu t'adaptes à ta peur, tu t'adaptes à ton angoisse, tu t'adaptes à tes nerfs. Tu as vu tellement de films, tu as vu tellement de films d'amour, tu as vu tellement de films d'amour que le jour où tu rencontres quelqu'un, tu dis je ressens rien. Franchement, il est bien, il a tout ce qu'il faut, mais je ressens rien. En fait, tu ressens rien, ça veut dire que tu ressens pas ce que tu as ressenti en regardant les films. C'est pareil, l'autre il dit, je comprends, elle est sérieuse, elle est gentille, elle est honnête, elle a toutes les qualités morales, mais j'ai pas de déclic, je suis pas attiré, je me vois pas toute ma vie avec elle. C'est normal que tu peux pas avoir toute ta vie avec elle, parce que toi, la longévité d'une relation, c'est la longévité d'un DVD. Et tu attends le prochain DVD pour être amoureux de la prochaine personne que tu vas voir dans le prochain film. C'est pour ça que le film, il fabrique des massacres. Que les gens, ils ont regardé tous ces films, tous ces trucs-là, et après, ils essaient de ressentir. Mais le film, il a été fabriqué par un scénariste qui lui-même n'a jamais ressenti l'amour. Et en fait, ce qu'il a écrit, c'est sa frustration. Et toi, tu te masturbes la tête à essayer de ressentir ce qu'un mec a fabriqué, qu'il a ressenti, mais lui-même ne l'a jamais ressenti. Faut que je baisse l'intensité.
Je m'excuse. D'accord. Donc vous avez compris maintenant l'idée. L'idée, quand on dit en français, il s'est bercé de ses rêves, mais ça veut dire que tu vis dans l'illusion. Après tu dis, vous savez, je suis tombé des hauts, je suis tombé des nus. Mais qui c'est qui t'a porté au nu? C'est toi. Parce que tu t'es mis à rêver, parce que toi tu t'es illusionné. Alors c'est ça l'idée. On dit même celui qui étudie la Kabbalah, il doit garder un pied dans l'halakha. Les pieds sur terre et la tête dans la lune. Toujours des deux côtés. Mais si tu lâches d'un côté, ou tu deviens fou, ou tu es trop terre à terre, ou tu es trop dans les vapes. Tu dois être dans les deux. Il dit maintenant, étant donné que malheureusement ou heureusement, tu es obligé de mettre les téphilines sur la terre, et en même temps d'avoir des idées incroyables sur la perception du nom divin, ouais, et la perception de l'intervention de Dieu, et l'éthérité de la perception du temps dans la matière, tu dois garder les deux en même temps. Donc le juif, c'est le plus inadapté de tous les êtres humains, et c'est aussi le plus adapté. C'est pour ça qu'il est totalement inadapté dans sa perception de la réalité, et pourtant il survit à toutes les civilisations. Parce qu'il est trop adapté. Donc il est profondément humain, et profondément pas humain. Pour pas dire inhumain, bien sûr. Ouais. Ben c'est ça, c'est un problème d'adaptation. Et c'est ce qui lui a permis de traverser les âges. Parce qu'il est inadapté. Parce que si tu étais adapté, tu serais adapté à une époque. Et comme chaque époque a une fin, tu aurais disparu avec l'époque. Ah, ça fait partie d'une certaine époque. Ben, il y a des civilisations entières qui ont disparu. Regardez les Incas. Il ne reste même pas un cas. La culture macédonienne, la Macédoine, il reste une salade. Alors que là, tu viens en 2016, tu peux étudier la Torah, une Torah qui a 3500 ans. C'est incroyable. Mais même au niveau intellect. Et qu'est-ce qu'on a d'Aristote? 3 parchemins. Qu'est-ce qu'on a de la culture égyptienne? Des hiéroglyphes. Qu'il faut être un baba pour les comprendre, ouais. Et là, tu as 3500 ans, tu as 2400 pages, plus à peu près 100 000 titres de commentaires, avec des millions d'interprétations. Et c'est resté. Et c'est encore là. C'est impossible. Si ce n'est pas le bon Dieu qui t'a garanti que la Torah, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'étant donné que Dieu il a écrit la Torah avant de créer le monde, et que toi, tu dois t'adapter au monde, et que Dieu il a donné la Torah dans le monde, pour que tu puisses t'adapter au monde. Donc tu vas faire toute la vie des allers-retours entre la Torah et le monde, la Torah et le monde, la Torah et le monde. Donc tu vas t'adapter à la Torah, tu vas t'adapter au monde. Donc la Torah, c'est la meilleure école d'adaptation au monde. Maintenant, puisque Dieu il a promis que la Torah, elle traversera les temps, jusqu'à la fin des temps, il y aura la Torah. Ouais, il a promis que le peuple d'Israël va rester jusqu'à la fin des temps. Mais vous savez, la Gemara, elle demande combien il faut qu'il reste de juifs pour que Dieu tienne sa promesse. Vous êtes au courant, non? Combien? 2. S'il reste 2 juifs au Mashiach, le bon Dieu il dit j'ai tenu ma promesse, il reste des juifs. Parce que 2, c'est le début du pluriel, elle dit la Gemara. Tu dis, ça va être qui? Parce que toi, grâce à Dieu, tu mets une kippa depuis ce matin, et l'autre, à 6 ans et demi, il connaissait 95 pages de Gemara. Et toi, tu croyais que c'était un prénom, Gemara. Comme ta grand-mère, qui est la Gemara. Comme ma femme, Gemara. Ouais. Donc comment tu crois, qui c'est qui va rester à l'époque du Mashiach? Toi qui, grâce à Dieu, connais tous les téléramas par cœur, qui connais toute la filmographie de Woody Allen, qui est quand même le Rav Woody Allen, un gars de chez nous, ouais, qui a vécu à Manhattan aussi d'ailleurs. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, c'est cette capacité d'adaptation qui fait que tu passes d'une étape à l'autre et que tu survis à chaque situation, eh ben, elle va dépendre. Elle va dépendre parce que quand tu t'adaptes dans le bien, eh ben, c'est ce qui te permet d'aller et de grandir. Mais quand tu t'adaptes dans le mal, c'est ce qui fait de toi une personne immobile et qui du coup est inadaptée à l'étape d'après. Donc on est tout le temps dans ce travail-là de devoir faire mieux. Donc tu es obligé de t'adapter à l'inconnu, d'accord, et pas de trop t'adapter à ce que tu connais pour pouvoir avancer. Ça va? Il dit maintenant, c'est ce qui s'est passé, que les Béné Israël, comment ils sont passés d'un état d'aristocratie égyptienne à l'état d'esclave, parce qu'ils ont voulu s'adapter. Mais il ne faut pas confondre intégrer et désintégrer.
Parce qu'ici, pour t'intégrer, tu es obligé de te désintégrer. Alors qu'est-ce qui reste de toi? Alors tu veux t'habiller comme l'Égyptien, et tu veux parler comme l'Égyptien, et tu veux avoir les mêmes goûts que l'Égyptien, et tu veux vivre comme l'Égyptien, et tu veux manger comme l'Égyptien. Alors à la fin, qu'est-ce qui reste de toi? Il ne te reste plus rien. Et pourquoi? Parce que c'est rien. C'est quoi le rien? Le rien, c'est le rien. Ça s'appelle la. Comment on dit non en arabe? La. Comment on dit la dégénérescence du nom? Laïque. C'est ça la laïcité. Laïcité. Ouais. Non, ça c'est un cadre. Parce que le micro, il est laïque. Mais toi, tu n'es pas laïque. Toi, tu es profondément religieux. Mais si on te dit non, mais dans un devoir d'intégration, on va tous se mettre sur un même plan. La laïcité. Bon, on respecte la laïcité. Mais la laïcité, elle ne va pas rentrer dans ma tête, elle va pas dans mon cœur. C'est comme si on dit maintenant, il n'y a plus des filles et des garçons, ça fout la pagaille. Il n'y a que des mecs. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec les filles? Non, ça s'appelle le droit à la différence. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. On était là au Moyen-Âge. On était là pendant la Révolution française. On était là pendant la... Il y en a une fois, il m'a attrapé, il m'a dit, retournez dans votre pays. Je dis, vous savez, monsieur, moi j'ai mes racines en Avignon en 250 après Jésus-Christ. Je fais, vous êtes arrivé quand ici? Je dis, c'est peut-être vous l'étranger. Il m'a regardé comme ça. Bon, c'est faux, c'est pas grave. C'est pas difficile de complexer un Brel. D'accord, mais c'était intéressant. Ben, c'est exactement pareil. C'est que tes racines, elles sont infinies à l'intérieur de toi, mais elles sont finies à l'extérieur de toi. Alors quoi, tu veux t'intégrer à un truc qui a 3 ans? Une ambiance, un parti politique, un mouvement, un style, une mode. Mais je vais m'intégrer à quelque chose qui est passager. Je vais m'intégrer à quelque chose qui est intemporel. Alors je vais rester pour l'éternité. Il dit cette logique-là qu'un juif, toute la journée en fin de compte, avec ses téphilines, avec sa cache-route, avec ses mitzvot, avec sa bracha, avec sa kippa, il s'adapte au bon Dieu qui lui est intemporel. Maintenant toi tu veux t'adapter à quelque chose qui est temporel. On ne vient pas me dire, tiens, comment ça se fait que je suis muté avec un père, j'ai épousé Christine, j'ai 2 chiens. Me serais-je trop adapté? Oui, je ne t'ai pas adapté. Au lieu d'être debout à essayer de taper dans le mille, tu t'es assis pour faire du millet. Tu t'es assimilé. Tu as disparu dans la masse. Une dilution. C'est ce qu'ils disent que les 2 tiers des juifs sont morts pendant la guerre. C'est une horreur. Mais que les 2 tiers sont assimilés dans chaque génération, ça dérange personne. S'il y a 80% de mariages mixtes, c'est plus des 2 tiers. Donc il y a 1 tiers, il y a à peu près la moitié des juifs qui ont été massacrés pendant la guerre, 50%. Mais quand tu as 80%, ils appellent ça la Shoah noire. Mais la Shoah rose, pleine d'amour, pleine de ressentis, pleine d'échanges culturels. Christine, passe-moi la bûche. Non, Moïse, tu sais bien que c'est interdit pour toi. On fait une croix dessus. D'accord? Donc, en fait, c'est un problème d'adaptation. Parce que c'est difficile. Tu dis, bon, je voudrais m'adapter. C'est difficile de rester avec son chapeau et sa chemise et sa barbe et c'est son chapeau comme ça. C'est difficile. Tu dis, attends, j'ai envie d'être comme tout le monde. Arrête de me regarder. Bon, c'est un choix. Mais alors, si tu es déjà comme tout le monde dans ta tête, tu peux essayer d'être comme tout le monde dans ton cœur, dans ton corps. Mais si tu n'es pas comme tout le monde dans ta tête, comment tu vas être comme tout le monde dans ton corps? C'est-à-dire que si tu n'as pas fabriqué un être, ton paraître, il devient un écran. Mais si ton paraître, il n'a été créé que pour fabriquer ton être, parce que tu vas finir par être. C'est pour ça qu'on a créé le paraître, non? Parce que tu vas finir par être. Certains t'as une kippa sur la tête, donc un jour tu vas finir le Talmud. Oui? Tu as une barbe comme ça, donc un jour tu connaîtras le Tania par cœur. Un jour, tu as un costume, donc un jour tu connaîtras toutes les halakhot de cacheroute. Tu vas tous les samedis à la synagogue, donc un jour tu donneras un cours d'halakha sur les lois de Shabbat. Non, non. Alors quoi? Alors c'est rien que du paraître. Mais le paraître a été créé pour que tu sois à la fin, parce que tu vas finir par être. C'est ça paraître. Tu vas finir par être. Mais si tu dis non, mais moi je suis traditionnaliste, j'ai mes limites, hasvé shalom, que je vais devenir orthodoxe ou pire, érudit, je tiens à maintenir un niveau d'ignorance qui caractérise, en fin de compte,
le fait que j'ai un pied de chaque côté. Mais tu ne peux pas avoir un pied de chaque côté. Parce que tu as un pied sur le quai, un pied dans la gare. Mais le train, il démarre. Tu vas te couper en deux. Donc, ou tu montes dans le train, ou tu restes sur les quais. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir décider. Il va falloir t'adapter. Chazak ou Baruch.